bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y avait deux possibilités. Soit il y a l'électricité, parce qu'il y a du soleil, et que le panneau solaire de la maison de la presse qu'il dirige peut électrifier le réseau Internet. Et à ce moment-là, il y a la visio. Sinon, ce serait en audio. Tout est prêt. Robin a travaillé d'arrache-pied et Rial ont travaillé d'arrache-pied ce week-end pour qu'on puisse faire ça le plus proprement possible. Mais évidemment, nous attendons Rami. Voilà, je ne sais pas où il est. Je n'arrive pas à le joindre. Mais on peut évidemment mille fois comprendre que c'est difficile. Pour aller de chez lui, si j'en crois son journal de bord, pour aller de chez lui à la maison de la presse. Alors, maison de la presse, c'est pas le buraliste du coin, hein, c'est une maison où se retrouvaient les journalistes, puisque Rami a été longtemps, merci Siderunner, n'oublie pas d'aller au travail, a été longtemps ce qu'on appelle le fixeur. C'est-à-dire qu'il était la porte d'entrée en Palestine d'un grand nombre de journalistes européens, et singulièrement français. Ah, attendez, donne-moi une minute, il arrive, bien sûr. Oh, c'est génial, bien sûr, voilà. Appelez les copains, partagez le live. Rami arrive dans une minute. Je vais essayer dès maintenant. Attendez, je vais préparer la scène. Je vous cache pas que je suis tout fébrile parce que c'est un livre extraordinaire, c'est un livre bouleversant, journal de bord de Gaza. Si jamais vous cherchez un cadeau à faire, prenez ça pour Noël. Appelez. Allô? Attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, moi je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est merveilleux. Oui, je vous entends, Rami. Je vous Ah, entends. très bien. Merci infiniment d'être avec nous. Attendez, parce que je fais la technique tout seul. Hop, voilà. Hein. Là, on est bien tous les deux. Vous n'avez pas l'image, c'est ça? Et si c'est ça, c'est pas grave. Comment? Vous pouvez pas faire la visio, en fait. Normalement, si. Oh, alors attendez. Rami propose de passer en appel vidéo. Alors, on est en appel vidéo. Alors, oh, je suis tellement heureux de vous rencontrer, de vous voir. Alors attendez, j'essaie de voir comment je peux faire pour vous mettre à l'écran. Rami, est-ce que vous avez un petit peu de temps ce matin? Ou est-ce que c'est Oui. compliqué? Oui? Ah bah c'est génial, parce que nous, on a beaucoup de temps pour vous voir. Alors, il faut que j'aille pour discuter avec vous. Euh, alors, hop, je fais. Ici, on n'a pas les moyens des autres chaînes, hein. Mais par contre, on a du cœur. Alors, ça, on va s'arranger. Il faut que j'aille ici, là, WhatsApp écran, voilà. Et alors, simplement, si vous pouviez tourner votre téléphone. Parce que là, vous êtes. Ouais. Non, c'est un ordi? C'est un ordinateur? Non, c'est un téléphone, mais normalement, il est. Ah, voilà, là, c'est parfait. Là, c'est parfait, Rami. Merci infiniment. Euh, Rami Abou Jamous, évidemment, il se passe des choses en Syrie, peut-être qu'on en parlera, mais ça fait des semaines que j'essayais de caler ce rendez-vous avec vous, et ce qui se passe en Palestine ne doit évidemment pas être balayé par l'actualité. Il faut évidemment pas tomber dans ces choses-là. Longtemps, vous avez été fixeur pour journalistes occidentaux, et puis la guerre, et puis les circonstances. Rami Abou Jamous, c'est vous. Vous avez dû prendre la plume pour Orient 21. Vous tenez un journal de bord bouleversant que les éditions de Libertalia publient ces temps-ci. Si je comprends bien l'image, le panneau solaire de la maison de la presse fonctionne. Donc vous avez pu activer Internet. C'est comme si on était, mais comme ça, quoi, l'un à côté de l'autre. Alors vous devez voir votre journal, j'imagine, votre livre en écran. On va essayer d'arranger ça. Mais vous êtes à l'écran, je suis à l'écran, et de temps en temps, je montre votre livre. Merci le soleil, bonjour là-bas, bonjour monsieur, vous dit le chat. Dans votre livre, il y a cette phrase qui m'a beaucoup touché, je la cite de mémoire, vous
parler de la mer où vous êtes allé avec votre fils, avec vos enfants, et vous dites, nous prenons des risques pour notre vie parce que nous aimons la vie. Bien sûr, on est un peuple qui aime la vie tant qu'on a accès, parce que normalement, on n'a pas accès à la vie parce qu'il y a une machine de guerre qui est derrière nous, qui est en train de lever ou enlever notre vie. Et c'est pour ça que nous, on essaye de toujours garder cet espoir et chercher la vie malgré tout ce qui se passe. Et on sait que c'est quelque chose de dangereux à l'époque d'aller à la mer. Parce qu'à l'époque, la route côtière était un peu interdite pour tout le monde. Et quand on était à Arafat, et on a pris un grand risque pour aller à la mer parce que déjà pour dire à mon fils Walid que c'est la belle vie et qu'on va à la mer et qu'on s'amuse, et puis il y a pas de guerre, il y a pas de bombardement, il y a pas de massacre, il y a pas de boucherie, il y a pas, moi je l'appelle des Israéleries. Mais on a risqué notre vie pour justement chercher la vie et dire que on veut continuer à vivre, on veut continuer à lutter de notre façon et de chercher la vie malgré tout ce qui se passe autour. Walid, c'est votre fils. C'est un petit bonhomme. Il a 2 ans et demi au début de votre journal de bord, et puis à la fin, eh ben, il a un peu plus de 3 ans. Donc aujourd'hui, il a quel âge? Là, il a 3 ans et 2 mois, 3 mois à peu près. Voilà. On va parler de lui parce que j'allais dire, c'est un personnage de votre livre, et évidemment, c'est votre vie que vous nous racontez au jour le jour, d'une plume que je qualifierais de sèche. Il y a pas de fioriture, il y a pas de romantisme. On est dans la guerre, c'est des mots directs, et c'est absolument éblouissant, je tiens à vous le dire, et c'est absolument bouleversant. Voilà. Recueilli comme ça dans un livre, ça prend encore plus de force. Vous avez pu recevoir le livre ou pas? Oui, je l'ai reçu il y a 2 jours et j'ai oublié de l'amener avec moi aujourd'hui au bureau. Mais je l'ai reçu grâce à Libertalia, à Charlotte, que je salue, et à Sarah aussi. C'est grâce à ces 2 jolies femmes qui m'ont envoyé ça avec un grand cœur. Et je viens de le recevoir avant-hier et c'était la plus grande joie pour moi parce que tout le monde parle du livre, tout le monde a acheté le livre, tout le monde a lu le livre. Et moi, je l'ai pas encore reçu à l'époque. Et là, avant-hier, je l'ai reçu. C'était vraiment le plus beau cadeau de Noël parce que je m'attendais pas, c'était une surprise, ils me l'ont pas dit. Et quand je l'ai reçu, j'ai sauté de joie parce que c'est vraiment, c'est comme un enfant, je viens d'accueillir un nouveau-né et il est maintenant dans mes bras et ça m'a fait tellement plaisir. Et Merci Charlotte, merci Sarah. alors Charlotte, c'est Charlotte de Libertalia, Sarah, c'est Sarah de Orient 21, et vous êtes bien tombé parce que c'est un beau bébé dans la mesure où Libertalia, c'est des très bons éditeurs, la maquette est superbe, le papier est superbe, et c'est bien, et c'est cool pour vous, voilà. Alors, J'ai reçu, quand je suis rentré chez moi le soir à la villa, notre tante, et il faisait noir. J'ai perdu la batterie de mon téléphone parce que je vais les tout relire. J'ai allumé la lampe, le torche de mon portable pour allumer la tente et pour lire euh, le bouquin parce que j'étais tellement content de voir et de les lire. Et même mon fils Walid, quand j'ai montré parce qu'ils ont envoyé aussi des cadeaux pour Walid, des sucettes et des petits cadeaux. Et ils m'ont envoyé aussi une veste. Et pour moi et pour Sabah, ma femme. Et c'est aussi le plus beau cadeau parce que depuis un bon moment, je n'étais que en t-shirt et que quand il pleuvait, j'étais toujours mouillé parce qu'il n'y a pas il y a pas de vêtements malheureusement. C'est parmi les interdictions de l'armée d'occupation qui font interdire de faire passer les vêtements. Et c'était aussi un bon cadeau. Et c'est pour ça que j'ai passé toute la nuit à le lire et à relire. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui écrit, c'est pas moi, et comme quelqu'un qui a reçu ce nouveau-né et qui est en train de le mettre dans ses bras parce qu'il est tellement content de le voir. Et j'ai dormi avec le bouquin dans les mains. vous êtes où précisément là où on se parle? Si c'est possible pour vous de le dire, je vous avais demandé l'autorisation d'annoncer que vous viendriez au poste, c'est le nom de l'émission, et parce que je voulais pas le faire par rapport à votre sécurité, mais il dit non, non, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut dire à peu près où vous êtes là? Oui, moi, là, je suis au centre-ville de Deir el-Balah, la ville de Deir el-Balah. La ville de Deir el-Balah est aussi dans le centre, le milieu de la bande de Gaza.
Et là, je suis dans la Maison de la Presse. La Maison de la Presse, c'est un établissement qu'on avait créé, moi et mon associé. Malheureusement, lui, il est parti se reposer en paix parce qu'il a été tué par l'armée d'occupation le mois de novembre dernier. C'est un établissement pour donner des services aux journalistes et surtout aux nouveaux journalistes et les nouveaux diplômés aussi. Et pour les encourager, les faire des formations, les aider à entrer dans la vie professionnelle, faire des formations à tout genre, presse écrite, radio, télé, journalisme d'investigation. On faisait aussi des expos, on faisait aussi des réunions avec des chefs, des intellectuels. C'était un endroit très sympa et important pour les enfants, pour les jeunes journalistes et pour les journalistes en général. Et malheureusement, on a perdu ce local-là dans la ville de Gaza l'année dernière pendant l'incursion dans la ville de Gaza. Et c'est juste à côté de chez moi, à la ville de Gaza. Et puis j'ai perdu mon ami, mon associé. Moi, je le considère beaucoup plus qu'un frère. Et on a perdu ce local-là. Et depuis, on n'a pas repris le travail qu'au mois de août dernier. Et c'est grâce au gouvernement canadien qui est déjà travaillé avec nous, nous a donné un peu d'argent pour louer ce local-là et reprendre notre travail en tant que maison de la presse. Bien sûr, le plus important pour un journaliste aujourd'hui, c'est l'électricité et Internet. Et malheureusement, on n'a pas d'électricité sur toute la bande de Gaza parce que tout a été bombardé. Il y avait une centrale électrique, ça a été bombardé, donc il n'y a plus d'électricité. Il y avait 3 lignes qui alimentaient la bande de Gaza. Ce sont des lignes israéliennes qui viennent d'Israël. Et il y a une ligne égyptienne. Et malheureusement, ces 3 lignes, ces 4 lignes qui alimentaient la bande de Gaza ont été détruites, plus la destruction totale de toute l'infrastructure, y compris l'infrastructure de l'électricité. Donc, pour avoir de l'électricité aujourd'hui, soit il faut avoir un groupe électrogène et avoir de fuel. Et bien sûr, le carburant, c'est parmi aussi les produits qui sont interdits de passer. Ça passe à compte à goutte et surtout juste pour les ONG, les Nations Unies et non pas pour les citoyens. Et deuxième solution, c'est avoir des panneaux solaires. Et nous, on avait acheté des panneaux solaires, bien sûr, du marché local, parce qu'il n'y a rien qui entre à nouveau. Donc, c'est des matériels qui ont été utilisés. Et justement, quand il y a un peu de soleil, on a de l'électricité, on a Internet. Quand il y a juste un nuage qui passe, donc il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'Internet. Mercredi 21 février 2024, intitulé de votre première chronique qu'on retrouve à l'entrée du livre. Recevoir un colis à Rafah, c'est exceptionnel, on vient de le voir. Hier, écrivez-vous, on a reçu un beau cadeau d'un ami français, une tente de 4 places. Avoir une tente à Rafah, c'est un rêve, parce qu'à tout instant, on peut être déplacé de force. Cet ami nous a fait parvenir des vêtements et du chocolat pour les enfants. Walid, mon fils cadet, a sauté de joie. Il avait aussi des médicaments et surtout des pastilles pour purifier l'eau. C'est très important car l'eau est salée. Recevoir des colis à Rafah, c'est exceptionnel. Cela tient du miracle. Il faut des connexions dont je ne peux pas parler pour des raisons de sécurité. Donc, le livre que vous avez reçu, votre... Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, c'était comme une roue de secours à l'époque parce que on était à Rafah. Déjà à Rafah, on était un peu chanceux parce que j'étais hébergé avec un ami à moi, chez une famille. On était au rez-de-chaussée avec presque un T1 si on peut dire, mais j'avais la chance d'être sous de dur et pas sous des tentes, alors qu'à l'époque il y avait à peu près 1,6 ou 7 millions de personnes qui étaient déplacées avec nous et la majorité ils étaient sous des tentes, sous des bâches. Et pour avoir une tente, c'est vraiment un miracle. C'est le rêve de tous les déplacés d'avoir une tente. Et moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir cette tente-là depuis la France pour qu'au cas où on va se déplacer, parce qu'on était sûr qu'on allait déplacer une deuxième. Et pour moi, c'était la deuxième fois, mais pour les autres, c'était une énième fois. Et au cas où on va se déplacer, donc on peut avoir cette tente de secours. Et bien sûr, pour le chocolat, parce que malheureusement, le chocolat, les sucreries en général, c'est interdit par l'occupation aussi de faire passer. Je ne sais pas, est-ce que c'est une arme considérée comme une arme fatale pour les Palestiniens, donc c'est pour ça ils les ont privés. Et pour Walid, quand il a eu le chocolat, c'est la plus grande joie.
Et pareil pour les pastilles de purification de l'eau, parce que le grand problème ici, c'est avoir de l'eau déjà, et avoir de l'eau douce et avoir de l'eau pure, c'est un peu difficile. Et ces pastilles-là, c'était vraiment le plus grand cadeau aussi. Au moins, les enfants, ils peuvent boire de l'eau qui n'est pas salée et que ils peuvent goûter un peu cette eau-là et on n'aura pas de problème ni des maladies, parce qu'à l'époque, la majorité, on avait de la diarrhée. Et j'ai oublié aussi de dire que parmi le sac qui était venu, il y avait aussi des médicaments. Et parmi les médicaments, il y avait des médicaments pour la diarrhée, parce que ça s'arrêtait pas, la diarrhée, à cause de tout ce déjà, tout ce qu'on boit et tout ce qu'on mange, parce qu'on mangeait à l'époque et toujours, bien sûr, que des boîtes de conserve. Maintenant, on a comment dire, on s'est habitué aux boîtes de conserve, on n'a plus la diarrhée, mais à cette époque-là, quand on mangeait que des boîtes de conserve et de l'eau salée, salée et sale aussi, donc c'est pour ça que on n'a pas arrêté d'avoir la diarrhée, des maladies du ventre. Parmi dans ce sac-là, il y avait tout ce qu'il faut pour se rétablir de ces maladies-là. La nourriture, manger, évidemment, ça revient régulièrement dans votre journal de bord. Walid, votre fils, par exemple, il rêve d'une chose, il rêve de poulet. Comment? Grève de Jaja. Voilà. Jaja pour lui, parce que Walid, moi je l'ai appris depuis qu'il était petit que qu'il mange tout seul. Il mange avec les mains, qu'il fait ce qu'il veut, et même s'il va salir tout le monde, salir ses habits, la maison et tout, c'est pas un problème. Mais je voulais qu'il mange toujours avec les mains, et ça ne plaisait pas, ça ne plaisait pas à Sabah, bien sûr. Mais bon, elle n'avait pas trop le choix, parce qu'on était complices, Walid et moi. Et malheureusement, il aimait Jaja. Il aimait le poulet. Et à Rafah, ou bien depuis que la guerre a commencé, il y a plus de poulet, il y a plus de viande, il y a plus. Il aimait les poissons aussi, il y a plus de poissons. Et donc, quand il me disait, bah, je veux Jaja, mais je pouvais rien faire. C'est le pire des choses que ton fils, il te demande un truc, c'est normalement quelque chose de banal, et que c'est vraiment quelque chose de très normal pour la population entière. Ça devient un luxe que tu peux pas lui donner. Et c'est pour ça, le jour où il y avait du poulet, ils sont rentrés du poulet, je l'ai acheté à plus de 100 shekels à l'époque, mais c'est pas grave, parce que mon fils, il voulait du poulet. Et Je, c'était pas je, que le poulet. Le poulet sans aussi au chèque. chocolat. Il aimait les sucettes, il n'y a pas de sucettes. Il aimait les jouets, il n'y a pas de jouets. Et pas que ça, même des trucs un peu comme les couches, par exemple. Il y a les couches, il y a tout ce qui est produit d'hygiène, ils étaient interdits aussi, parce que c'est toujours ce but-là de cette armée d'occupation qu'on est dans l'humiliation de voir ton fils qu'il a même faire ses besoins et qu'il n'a pas des couches à les faire. Et tu es obligé de mettre des tissus, ou bien de toujours passer par le système D. Pas de shampoing, pas de savon, rien du tout. Et tout ça, pour un père, ou bien un père de famille, un parent, c'est ne pas donner ses besoins, le minimum pour un enfant. Ça fait très, très, très mal au cœur, et c'est comme quelqu'un, il t'a poignardé parce que tu n'arrives pas à lui satisfaire. Et surtout pour un enfant de 2 ans qui te dit Jaja, avec tous les l'innocence qu'il a, il comprend pas qu'il y a une guerre, il comprend pas qu'il y a une armée qui nous est en train de l'humilier, il comprend pas qu'on est siégé, et il comprend pas qu'on peut mourir à n'importe quelle minute. Pour lui, c'est juste, il a envie de manger de jaja, ou bien de chocolat, ou bien de sucette. Et un jour, Rami, vous lui achetez, vous venez de le dire, du poulet, et vous avez un peu de réticence parce que le poulet, en règle générale, ce genre de poulet-là, vous l'achetez pas, hein, si j'ai bien compris, parce que vous n'êtes pas bien sûr de sa provenance, mais vous l'achetez parce qu'il le veut, quoi. Bien sûr. J'ai fait beaucoup de concessions, même les boîtes de conserve. Moi, j'ai jamais amené des boîtes de conserve chez moi. Même ce qu'on appelle les salamis, ou bien les martadelles et tout ça, j'ai jamais amené chez moi. Même ce qu'on appelle de la viande hachée dans des boîtes de conserve, j'ai jamais acheté ce genre de truc. Mais après, bah, il faut faire des concessions, parce que déjà, il faut vivre, donc continuer à vivre. Donc, il faut manger quoi que ce soit pour ne pas avoir faim. Et en même temps, si je peux faire plaisir en mangeant quoi que ce soit ou n'importe quoi, c'est pas grave. Au moins, Walid, il sera content. Dans tous les cas, on mange n'importe quoi. Donc, au moins, il sera content et il mange n'importe quoi.
Et c'est pour ça que je l'ai fait, je l'ai acheté. Et maintenant, ça devient une habitude. Comment dire, j'ai plus de remords parce que c'est notre vie, c'est notre façon de vivre et c'est notre façon de rester en vie. Au moins voilà, on est en train de nous manger n'importe quoi, mais en faisant plaisir à Walid. Parfois, pour leur remonter le moral, écrivez-vous le 25 février, il faut parfois mentir aux gens. Et là, vous avez page 24, si vous voulez, je peux lire un petit peu le passage où vous pouvez raconter. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai plein de passages, mais je ne veux pas vous les faire paraphraser. Donc, c'est à vous de me dire. Mais allez, je me lance. Comme ça, vous pouvez reprendre votre souffle. Parmi ceux qui m'écoutaient, écrivez-vous, le fils d'un ami m'a demandé, Tonton Rami, est-ce qu'on va rentrer chez nous? Quand on rentrera, je t'inviterai à manger une pizza. Cet enfant ne sait pas que s'il rentre, il n'y aura pas de pizza, écrivez-vous. Il n'y aura plus de pizzeria. Il n'y aura plus rien. Tout a été détruit. Il croit que la vie va reprendre comme avant. Je lui ai répondu. Alors qu'est-ce que vous lui avez répondu? Et pourquoi vous lui avez répondu ça? Ben, il faut mentir. Et c'est un enfant, mais il faut mentir. Il faut dire que oui, bien sûr, on va manger des pizzas, on va manger des glaces, on va tout manger. Il y aura juste cette bière-là, ça va s'arrêter. Et puis, c'est la belle vie. Ben, il faut mentir. C'est un enfant. Et je mentais pas juste pour les enfants, je mentais aussi pour les adultes. Parce que quand à Rafah, comme aujourd'hui, tout le monde me prend pour le connaisseur qui sait tout, qui a des contacts directs et tout. Donc, tout le monde le matin, il m'a dit, alors, ami, alors, ami. Et tout le monde attend l'espoir parce qu'ils ont perdu espoir. Et justement, j'arrêtais pas de mentir. Il faut dire que oui, c'est bientôt, ça va finir. Oui, bientôt. Et même les gens, ils sont arrivés à un point qui savent que je suis en train de mentir, mais ils veulent écouter des mensonges pour avoir toujours le moral. Ils veulent écouter ces mensonges juste pour avoir un peu d'espoir. Ça devient, les gens, ils ont bien compris que non, ça va durer un peu longtemps. Ils veulent garder cet espoir-là. Ils veulent chez quelqu'un qui leur dise, voilà, qui dit des mensonges, mais pour garder cet espoir. Et surtout pour les enfants. Et je faisais ça avec mes enfants, les enfants de Sabah aussi, je faisais la même chose. Jusqu'à présent, j'arrive pas de mentir. Walid, il n'est pas très conscient de ce qui se passe autour de Ouais. lui, donc je suis en train de mentir dès le début, donc il est dans son monde parallèle. Mais pour les enfants de Sabah qui sont conscients de ce qui se passe, je suis en train de mentir. Alors, Mentir, il donnait aussi comment dire, des rêves, que bientôt ça va finir, bientôt on va partir en France, bientôt vous allez voir, bientôt, et donner des promesses. J'espère que je vais tenir mes promesses, et j'espère qu'on va rester en vie d'ici là, mais il faut toujours mentir pour remonter le moral des gens. Alors, il y a notamment un mensonge que vous allez faire à votre fils et qui déchire le cœur. Quand il y a des bombardements, vous lui apprenez quelque chose en lui disant, en fait, c'est un feu d'artifice. Oui, ça c'est depuis le premier jour. Depuis le 7 octobre, quand ça a commencé, le premier jour, parce que nous, on était dans une tour. Une tour, chez nous, c'est un immeuble de plus de 9 étages. Nous, notre immeuble est de 13 étages. Et donc, et nous, on était au 9e étage. Et on voit tout. On a une vue, à l'époque, c'était une vue panoramique. On voyait toute la ville de Gaza, la mer. C'est quelque chose de très joyeux qui s'est transformé un peu à Star Wars et ça bombarde autour et on voit les bombardements. Non seulement on entend le bruit, non seulement on vit la vibration, mais aussi on voit la lumière, on voit la fumée, on voit le feu, on voit la nuit, on voit que c'est devenu rouge à la place du noir. Et il voit tout ça. Donc voilà, pour lui, applaudit papa, applaudit, c'est le feu d'artifice, c'est l'anniversaire de Walid. Moi, je l'appelle Dido aussi, c'est son diminutif. Et donc, il a bien accepté cette idée-là. Et à une certaine époque, il sait que c'est un danger. Donc, il regarde, il sait que c'est quelque chose qui a éclaté, il y a des vitres qui se sont soufflées. Mais quand il voit son papa en train de rigoler et avec ce sourire que lui je donne, ce masque que je porte tout le temps, et j'applaudis avec lui, il dit, bah, ok, peut-être c'est un danger, mais c'est un danger maîtrisable. Papa est là, papa il sourit, donc ça va, il y a pas de danger. Et donc, il applaudit quand les bombes tombent. Et jusqu'à présent, même la Oui, nuit, quand il dort la nuit, jusqu'à présent, dans notre villa, c'est-à-dire la tente, et que ça bombarde très fort, il est réveillé, et quand il est réveillé, il commence à applaudir, il me regarde et à applaudir, et moi je commence à applaudir avec lui. Et c'est bien qu'il a toujours ce réflexe-là,
Et peut-être maintenant, il est un peu plus conscient de ce qui se passe et surtout que maintenant, on a quand on habite presque dans un camp de fortune, donc il y a beaucoup de gens autour de nous, il voit les gens, il voit la peur dans les yeux des gens, il voit les cris des femmes et des enfants qu'on s'en bombarde. Il vient en courant me voir en disant, papa, mais ça bombarde, c'est fort, c'est boum, boum, boum. Je dis, non, non, c'est feu d'artifice, applaudis, applaudis, applaudis. Il commence à applaudir. Maintenant, il sait que c'est un danger, mais il applaudit pour sortir le danger, pour faire sortir le danger. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, ces mensonges-là. Il va comprendre que non, c'est pas du feu d'artifice, mais plutôt c'est un grand danger où après chaque bombardement, il y a des dizaines de personnes qui sont tuées à cause de ce bombardement-là. Précisément, Rami, vous racontez, plus tard, on y viendra sur la question du journalisme, etc. Mais vous racontez que vous savez, vous, dans la bande de Gaza, ce qui se passe, parce que vous avez ici ou là, certains ont accès à Internet, peuvent aller sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Walid, de temps en temps, vous lui autorisez à regarder des dessins animés qu'il aime voilà, pour se divertir, pour penser à autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont dire vos copains là s'ils regardent le replay de notre entretien où vous arrêtez pas de dire je mens, je mens, je mens pour remonter le moral des amis? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Je crois qu'ils ont compris, mes amis. Ça fait un an et demi que je mens. Donc, je crois qu'ils ont bien compris que avant-hier, il y a un ami à moi qui était euh, un des proches. Mais malheureusement, l'absorption de ce trauma qu'on est en train de vivre et cette peur et tout ça, ça dépend d'une façon ou d'une autre et d'une personne à une autre. Et il y a des gens qui tiennent le coup, il y a des gens qui sont plus forts que des autres, il y a des gens qui sont qui, font- qui paniquent beaucoup plus que les autres. Et moi, je fais partie des gens qui sont un peu, je sais pas si c'est un défaut ou un atout, mais en tout cas, je suis un peu qui panique pas trop et je sens pas vraiment la peur ou qui n'a pas de peur tout de suite. Et c'est pour ça que là, récemment, quand je lui étais en train de dire, et lui, il paniquait tout le temps, il m'a dit, c'est bon, là, c'est la fin, une semaine ou deux, on va attendre une bonne nouvelle. Et il m'a dit, Rami, ça fait un an et demi que tu me dises la même chose. Je dis, non, 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 mais tu vas voir, cette fois-ci, c'est du sérieux. Mais le problème, quand je mens, j'ai toujours un prétexte. C'est-à-dire, je mens pas à rien. Là, mon prétexte, Trump, il faut voir, et Trump, il veut que tout s'arrête. Regarde, Netanyahu, il a fait des concessions, le Hamas aussi, le Hezbollah aussi. Donc, regarde, ça va bientôt. Et ça a marché. Il a appelé sa famille, il a appelé sa femme, ils disent, ouais, Rami, il m'a dit que ça va, cette fois-ci, c'est du sérieux. Mais il faut le faire. Et parfois, les gens, ils savent que c'est des mensonges, mais ils veulent entendre des mensonges pour remonter le moral aussi. C'est un peu psychologique. Je suis pas psychologue ou psychiatre ou quoi que ce soit, mais je sais très bien comment. Ah, alors, est-ce que c'est un nuage probablement qui vient de passer? Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Ouais, je vous Oui. entends. Ouais, je vous entends, Rami, c'est formidable. Désolé, on s'est coupé parce qu'il y a plus d'électricité. Apparemment, il y a un nuage qui est passé, donc du coup, ça a coupé. Et là, le nuage est parti. Oui, Et apparemment. vous, J'espère. on vous voit bien, voilà, avec le mur blanc derrière vous, et de temps en temps, je montre la très très belle couverture de votre livre. Je voulais vous faire parler. Non, d'abord, je voulais vous dire que dans le chat, puisque les gens réagissent tout en vous écoutant, tout le monde est extrêmement touché par votre témoignage, et certains évoquent le film La vie est belle de Roberto Benigni. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Je sais pas, mais tout le monde me dit ça, tout le monde fait référence à ça. Mais je sais pas, en tout cas, je crois que je suis pas le seul à faire ça et je crois que tout père de famille, il est en train de protéger sa famille, sa femme, ses enfants, son fils. Je crois que tout le monde fait ça. Peut-être moi, j'ai eu l'occasion de parler de ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette occasion-là de parler de ça ou bien de parler avoir l'occasion de d'écrire ou bien de parler de leur vie. Mais je suis sûr que je fais partie des centaines de milliers de parents qui sont en train de faire la même chose. Et ce que je fais, c'est pas quelque chose
miraculeux ou quelque chose d'extraordinaire. Je crois que toute personne, tout père de famille, il fait la même chose que moi. Et moi, c'est juste peut-être, j'ai eu l'occasion, et grâce à Orion 21, d'avoir cet espace-là, de parler de moi, de parler de Walid, de partager. Et c'est vrai que ça a commencé avant ça a commencé avec le fil WhatsApp que j'ai avec mes amis journalistes. Et d'habitude, pour moi, ma vie privée, c'est quelque chose de sacré. J'expose pas ma vie privée à qui que ce soit, juste à mes amis vraiment qui sont mes amis, mais pas à tout le monde. Et pendant cette guerre-là, quand j'ai senti que ça devient moi l'info, c'est que on est visé comme journaliste et on peut pas travailler comme avant, on peut pas se déplacer. Gaza est divisé, on peut pas bouger, il y a plus de voitures pour aller dans un endroit ou l'autre. Donc là, je me suis dit, ce que je vis moi, c'est 2,3 millions de personnes qui sont en train de le vivre. Donc, je vais parler de moi et surtout que j'avais le sentiment que je vais mourir à n'importe quelle minute. Et c'est pour ça que je disais à mes amis qui sont sur les fils WhatsApp, là, je partage avec vous des vidéos de moi, de Walid, au cas où je vais partir ou on va partir se reposer en paix. Vous avez quelques archives de parler de moi et de Walid. Et c'est ça, au début, c'était ça l'idée. Après, c'est transformé sur Orion 21 et sur d'autres aussi médias comme la télé et autres. Et c'est pour ça que tout le monde fait la comparaison avec la vie libyenne. Mais en tout cas, je crois que la majorité des parents, ils font presque la même chose. Dimanche 3 mars 2024. Le parachutage, c'est comme donner à manger à des chiens. Il s'agit d'un journal de bord. Vous racontez au jour le jour ce qui vous arrive, ce que vous appelez le gazacide. On y viendra tout à l'heure. Vous savez qu'ici en France, il y a des gens qui considèrent que le terme génocide est impropre. Vous avez créé le néologisme de gazacide. On va y venir. Mais d'abord, le parachutage, c'est comme donner à manger à des chiens. Est-ce qu'il y a toujours des parachutages, entre guillemets, humanitaires, ou est-ce que ça, c'est terminé? La dernière fois, je crois que c'était il y a un mois à peu près. Et c'est le pire d'humiliation qu'on a vécu, ce genre de parachutage. Vraiment, c'est quelque chose il y a pas, j'ai pas vu beaucoup plus d'humiliation qu'on a vécu. Et surtout, ça vient des pays qui considèrent qu'ils ils sont là pour nous soutenir ou bien pour nous aider. Quand ça vient de l'occupation, je comprends très bien parce que l'occupation, ils nous considèrent qu'on est des animaux sauvages, comme l'ancien ministre de la Défense, il a dit qu'on est des animaux humains. Et donc, je comprends pourquoi ils veulent nous humilier, etc. Mais quand ça vient des amis, ou bien que ceux qui prétendent qu'ils sont des amis, c'est là qui m'attriste et qui me fait vraiment beaucoup de chagrin parce que je comprends pas pourquoi ils font ça. Et c'est des gens qui payent des centaines de millions de dollars pour faire quelques parachutages et pour que nous, ils savent très bien qu'on vit dans avant, on était dans une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, on est dans une cage à ciel ouvert et que tout le monde a faim, tout le monde veut manger. Il veut voir vraiment cette image-là où on est en train de courir derrière ces palettes qui tombent du ciel pour trouver quelques plats ou bien quelques sacs de farine, alors qu'ils peuvent faire ça autrement, proprement. Et je donne toujours l'exemple de l'Ukraine, parce que l'Ukraine, pareil, quand ils voulaient aider les Ukraines, ils l'ont fait d'une façon très digne. Des gens qui sont sous occupation, bien qui sont sous la terreur d'un autre pays, alors que nous, non, ils font ce genre de trucs avec ces millions de dollars qui sont en train de déployer, ils peuvent faire ça facilement, faire passer des camions, faire pression un peu sur les Israéliens et faire passer des camions comme il faut. Et nous, on va recevoir cette aide humanitaire comme il faut, digne. Alors que c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que les Israéliens, ils ont donné ce feu vert aussi de faire ce genre de parachutage, parce que les Israéliens savent très bien c'est de l'humiliation. Et il y a pas, il y a plus belle photo pour ça, de faire ce genre de parachutage. Et comme par hasard, là dernièrement, la Jordanie, ils ont fait les hélicoptères jordaniens, ils sont partis de la Jordanie, ils ont atterri sur le sol de Gaza, ils ont déployé des tonnes d'aide humanitaire, ils sont partis. Donc, si on peut faire quelque chose de façon propre, on pouvait le faire. Mais à l'époque,
les pays. Et vraiment, je sais pas, est-ce qu'ils savent que c'est de l'humiliation? On n'est pas dans un coin naufragé au milieu de Nil et il y a un volcan autour de nous et personne ne peut arriver ou passer. Donc, ils font ce truc de lanchage. Non, il y a des chemins très bien précis. Il y a des ONG qui font ça. Il y a des Nations Unies qui font ça. Il y a l'UNRWA qui font ça depuis de 70 ans. Et mais non, ils ont choisi ce chemin-là, ou bien cette image-là qui m'a vraiment fait beaucoup de peine et beaucoup de douleur dans mon cœur, comme on dit chez nous, parce qu'il n'y a pas pire d'humiliation de voir ça lancer des morceaux de viande à des chiens. Vous expliquez, page 25, qu'il s'agit de l'armée égyptienne, de l'armée jordanienne, et hier, donc c'était le 2 mars 2024, dans votre journal de bord, les Américains. À propos des airs, il y a aussi ce que vous appelez les quadricoptères. Je vais peut-être lire le passage et vous me direz si c'est toujours d'actualité. C'était le jeudi 16 mars 2024. Titre de votre chronique: J'ai décidé de rester tant qu'un tract ne me demande pas d'évacuer. Et vous écrivez, page 131, que les quadricoptères servent aussi à faire peur pendant la nuit. Ces appareils émettent des sons effrayants. Le bruit d'un bébé qui pleure toute la nuit, d'une femme qui appelle au secours, des chiens qui aboient. Les Israéliens les utilisent aussi pour faire la coordination avec les camions. Un quadricoptère se positionne au-dessus du camion et on entend: Attendez une heure, passez maintenant, prenez telle route, dans tel quartier, et il diffuse des bruits de tirs alors qu'il n'y a pas de combat. Oui, malheureusement, moi, je peux considérer que c'est vraiment l'arme fatale que l'armée d'occupation a utilisée pendant cette guerre-là. C'est vraiment une arme. Nous, on a l'habitude avec la technologie des Israéliens, ils ont une technologie très 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 forte. Et dans 20 ans, on va savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec nous dans ces années-là et quelle technologie ils ont utilisée. Mais les quadcopters, ils ont déjà utilisé pendant les manifs et les manifestations les marches de retour. Ils lançaient des bombes lacrymogènes. Mais cette fois-ci, ils ont passé trop loin et sont arrivés à tuer les gens avec ces quadcopters. Nous, en sortant de Gazaville, quand on était encerclés, nous ont obligés de sortir le matin pour quitter Gaza et aller vers l'hôpital Shifa. C'était les quadcopters qui nous ciblaient. Au début, on ne savait pas ce que c'est. Au début, on dit, mais d'où vient ces tirs? D'où vient ce bruit? Et on comprenait pas, on disait il y a un fantôme autour de nous. Et après, on a réalisé que non, c'était des petits drones utilisés et équipés de mitrailleuses ou bien haut-parleurs ou quoi que ce soit. Et les Israéliens ils l'utilisent sans qu'ils soient sur place. Ils sont à 3 kilomètres loin ou bien 2 kilomètres loin de là où on est. Et ils peuvent viser les gens, ils peuvent les tuer, ils peuvent les menacer, ils peuvent tout faire. Ils peuvent filmer, ils peuvent tout faire avec cette arme-là. Et jusqu'à présent, ils utilisent cette arme-là et surtout dans Gazaville, là, ils sont en train la dernière fois, ce quadricoptère est entré dans l'hôpital Mahmadani, l'hôpital Baptiste, et il a été en train de courir après un journaliste qui travaillait pour la chaîne Al-Aqsa du Hamas, et il a continué à le viser jusqu'au le tuer dans la cour de cet hôpital-là. Et ça s'arrête pas. L'utilisation de ce quadcopter moi, je le compare toujours à un fantôme parce qu'on ne le voit pas. Il faut vraiment regarder bien dans le ciel pour le voir et on voit que quand il y a des tirs, on voit juste les traits de tir, mais on voit pas l'appareil en tant qu'appareil. Mais après, petit à petit, on a commencé à le voir, à le constater et c'est vraiment le pire des pires d'armes utilisées. Et surtout que derrière ce drone-là, c'est une personne, et d'habitude, malheureusement, c'est une fille, parce qu'apparemment, dans la concentration, ou bien dans le suivi des yeux, ou bien de concentration, les filles sont plus fortes que les garçons. Donc, c'est une soldate qui est derrière cet écran-là, et c'est un peu du PlayStation, c'est-à-dire il n'y a pas d'humanité, on voit pas la personne qui est en train de tuer, on voit pas la personne qui est en train de bombarder, c'est juste un PlayStation, un bouton, hop, et
le caractère en face de vous, ou bien le style qui était en face de vous, il est mort et il y a du sang. C'est exactement un peu du PlayStation ou Xbox. Donc, il n'y a plus d'humanité et on peut tuer facilement. C'est pas pareil quand on voit une personne en face et on essaie de la tuer. Il y a toujours ce côté humain, même si c'est un ennemi ou quoi que ce soit, même si on a une fatwa comme il a fait Netanyahu de dire qu'on est des Amalek et que les soldats, ils ont le feu faire de tuer tout le monde. Mais il reste toujours ce côté humain. Et on le voit, ce côté humain, après chaque guerre, quand on voit les soldats israéliens qui brisent un peu le silence en disant les ampleurs qu'ils ont fait. Ils ont fait ça en 2014, 2009. Et il y avait une association qui s'appelle Break the Silence. Et, c'est les anciens soldats qui ont participé. Leur côté humain, ils commencent à dire que oui, on a fait des trucs de jamais vus. Et je sais très bien qu'après ces guerres-là, cette guerre-là de 2023-2024, je crois qu'il y aura beaucoup de soldats il y a toujours ce côté humain, parce qu'à la fin, on est des êtres humains qui vont dire oui, on a fait de jamais vu. Et c'est justement quand je parle de génocide. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent on n'est pas encore au génocide. C'est vrai parce qu'on a dépassé le génocide, on est arrivé à gazacide. Et gazacide, ça va être à quelque chose qui a de jamais vu dans l'histoire. C'est vraiment un génocide spécial Gaza. Non seulement de nombre des victimes, mais aussi de la façon comment on a tué ces victimes-là. Et petit à petit, on commence à comprendre comment on est tué, parfois euh, comment dire, un système ou bien une application d'intelligence artificielle à rendre qui fait c'est lui-même, c'est ce système-là qui choisit les cibles, parfois par une ligne virtuelle que nous on voit pas, mais l'ordinateur ou bien l'informatique il le voit. Si quelqu'un dépasse cette ligne-là que nous on voit pas, il est mort tout de suite. Par les quadcapteurs, par les technologies, par les derniers missiles qui sont en train de lancer. Il y a une disparition du corps. Avant, on était déchiqueté quand on est bombardé. Là, c'est une disparition totale du corps. Donc, on ne sait pas quels sont le genre d'armes ils ont utilisé. Non seulement on est calciné quand on est bombardé, mais là, il y a ça évaporise. Il n'y a plus personne, il y a plus de corps. Et tout ça, on va le voir après la guerre. Il y a des soldats qui ont participé à ces massacres et qui vont avoir un peu la conscience pour dire oui, on a fait ça, ça, ça et qu'il fallait pas faire tout ça. Samedi 13 avril 2024. Je regarde les visages et je vois que les gens ont vieilli. C'est le titre de la chronique. Oh, dites-moi, vous buvez quoi là? Une tisane. Ah, parce que, alors moi je bois un petit café. Je le bois pour vous d'ailleurs. Merci. Qu'est-ce que je veux dire d'ailleurs à propos? Le café, ça fait partie aussi des interdictions. Les cafés, c'est parmi tout ce qui est, je veux pas dire addict, mais tout ce qui est quelque chose qui rend les gens un peu nerveux, c'est interdit. C'est-à-dire le café, c'est interdit, les cigarettes, bien sûr, le tabac en général, les sucreries aussi, parce que parfois, une tablette de chocolat, ça fait de bien et ça calme un peu, ou bien ça donne une bonne humeur. Tout ça, c'est interdit. Il faut qu'on soit tout le temps solidaire, nerveux, et on se bagarre entre nous parce qu'on n'a pas fumé notre cigarette et peut-être ceux qui sont des fumeurs, ils vont comprendre très bien ce que je suis en train de dire. Et ceux qui boivent de café aussi, si on prive de café pendant un moment, il sera un peu nerveux parce qu'il dit oui, j'ai pas pris mon café ce matin. Et Oui, donc tous ces genres de trucs, peut-être pour les gens, ça paraît quelque chose de euh, incompréhensible, mais il n'y a rien de hasard avec cette armée d'occupation. Tout est bien calculé. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils veulent entrer, qu'est-ce qu'il faut pas entrer. Et parmi ce truc-là, c'est le café aussi. Ça fait parmi de tout ce qui est interdit de le faire entrer parce qu'il faut qu'on reste sur les nerfs ou au moins ne pas avoir un bon humeur. alors justement, j'ai vu page 99, je reviendrai sur l'autre chronique, j'avais noté, les Israéliens utilisent une nouvelle arme, l'arme de la cigarette. Le manque de cigarettes fait partie de la guerre psychologique israélienne, c'est exactement ce que vous venez de dire, avec les rumeurs constantes d'assaut contre Rafah et d'une future occupation de toute la bande de Gaza. Le tabac, écrivez-vous, c'est mauvais pour la santé, excellent
pour la guerre des Israéliens. On verra plus tard qu'il y a d'autres choses autour de la cigarette. Mais avant d'y revenir, je voulais vous faire parler donc de cette chronique du 13 avril 2024, où en fait vous expliquez qu'il y a une guerre qui est moins visible que celle des bombardements, mais qui est celle de la famine. Quelle est la situation exacte de la famine dans la bande de Gaza? Si on va parler, parce que maintenant, malheureusement, la bande de Gaza est divisée en trois. Avant, c'était en deux, c'est-à-dire Gaza ville et le nord, et le reste, c'est-à-dire le milieu de la bande de Gaza et le sud. Aujourd'hui, c'est divisé en trois, parce que Gaza et le nord est divisé. Il y a le nord, je sais pas, vous connaissez un peu, si je parle des villes, il y a Beth Hanoun, Beth Lahia, Jabalia, le camp de réfugiés de Jabalia. Maintenant, est séparé de ceux de Gaza-Ville. Et il y a Gazaville et puis il y a le sud, le milieu de la bande de Gaza. Aujourd'hui, il y a plus de 2 mois à peu près, c'est pire que la famine. C'est des gens qui, ça fait 2 mois ou un peu plus de 2 mois qu'ils n'ont rien reçu comme aide alimentaire, assiégés, bombardés et leur demandant de sortir par force. Et les gens, malgré ça, ils veulent pas sortir parce qu'ils savent que s'ils vont sortir, ils vont plus revenir. Et en plus, ils savent très bien que sortir égale humiliation. Il y a des gens qui sont arrivés à un point de boire l'eau dans la rue parce qu'il n'y a plus d'eau, ne pas avoir à quoi manger, ni de la farine, ni du pain, ni rien du tout. Ils ont mangé de l'herbe parce que il faut qu'ils restent en vie. Et ils ont mangé aussi la nourriture des animaux. Parce que ils ont fait avec le foin de trucs presque du pain pour rester en vie. C'est quelqu'un qui est au milieu d'une catastrophe. Il trouve rien à manger. Il est en train de manger quoi qu'il arrive devant lui pour rester en vie, surtout pour lui et pour ses enfants. Et l'eau, ça fait partie heureusement qu'elle a plu la dernière fois. C'est vrai que pour nous, pour les déplacés, c'était la catastrophe. Mais pour le Nord, c'était une roue de secours qui vient du ciel parce qu'ils ont commencé à mettre des seaux, remplir l'eau de l'eau avec les seaux pour boire cette eau-là, ça fait bien longtemps qu'ils étaient privés de le boire. Et on a une vraie famine. Et dans le sud de la bande de Gaza, on n'est pas mort à cause parce que au nord, on est mort à cause de la famine. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont rien trouvé, surtout des enfants. Mais ici, dans le sud, on est dans la malnutrition. Là, ça fait presque trois semaines. Il n'y a plus de boulangerie parce qu'il n'y a plus de la farine qui passe. Et malheureusement, puisqu'on vit toujours avec les boîtes de conserve et de la nourriture que moi je l'appelle de la pourriture, il y a plus rien à manger. Donc le pain était vraiment l'aliment le plus, je vais pas dire consistant, mais le plus qui fait rassasier un peu les gens de ne pas sentir qu'ils ont faim. Et malgré ce manque, et maintenant à cause de ce manque-là, on commence un peu dans la famine. La dernière fois, je sais pas si vous avez entendu, il y avait la queue devant une boulangerie qui est ouverte parce qu'il a eu quelques sacs de farine depuis le PAM, programme alimentaire mondial. Et il y a eu 3 femmes qui sont mortes asphyxiées à cause de la foule qui était devant la boulangerie pour trouver quelques pains ou bien quelques sacs de pain. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est en train de toujours survivre. On n'est pas en train de vivre. On est en train de survivre et chacun essaye de rester en vie. Donc c'est pour ça que on trouve les gens qui font des bagarres dans les queues parce que chacun il veut avoir un bout de pain parce qu'on a faim. Et il n'y a pas pire de ce sentiment de faim, et surtout de voir ses enfants ne pas avoir à donner à manger. Il n'y a pas pire de ça, que ça, de sentir ça et qu'on ne peut rien faire. Et c'est ça vraiment la condition actuelle de la famine. Et c'est pour ça que quand ça a commencé après 3 mois de la guerre, les gens, ils sont tous maigris et ils ont tous vieilli beaucoup plus que 10 ans. Et moi, j'en fais partie aussi, hein. Moi, je ne me vois pas parce que malheureusement, j'ai pas de miroir chez moi, donc je me vois pas. Mais je suis sûr que j'ai vieilli beaucoup plus que 10 ans parce que comme c'est ce qui applique aux autres, ça s'applique aussi sur moi et sur ma famille. Et j'ai maigri aussi parce que moi, je suis quelqu'un qui aimait manger.
Pour moi, le fait de manger, c'était beaucoup plus que manger pour ne pas avoir faim, c'était manger pour avoir plaisir parce que j'aime faire essayer tous les plats, toute nature et machin. Aujourd'hui, je vis avec du pain, du sarpal et quelques boîtes de conserve. Et je me plains pas parce que au moins, moi, je peux avoir accès ou bien je peux avoir la possibilité d'acheter ces boîtes de conserve. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette possibilité et qui vivent avec les restos. C'est comme les restos du cœur que maintenant il existe à droite et à gauche grâce à des associations qui donnent à manger dans les comptes fortune. Il y a des gens, si les associations ils donnent pas à manger, ils se trouvent pas à manger parce qu'ils ont pas d'argent, ils ont pas de moyens et il y a pas que, il y a pas grand chose à acheter dans le marché. Et quand on peut trouver quelques fruits, ou bien quelques légumes, parce que là, les fruits, ça fait longtemps, on les a pas vus, mais quand on trouve quelques légumes, c'est hors prix. Les gens, ils ont pas la possibilité d'acheter ça. Oui, c'est-à-dire que toutes les denrées sont devenues 20 à 50 fois plus chères qu'avant le 7 octobre, c'est ça? Ouais. Malheureusement, tout est devenu trop cher à Gaza, sauf la vie humaine. La vie humaine. C'est vraiment la vie humaine, ça devient le moins cher du monde entier. Les Israéliens, quand tu tues un Palestinien, c'est comme il est en train de tuer une mouche. Même pas un animal, mais plutôt un insecte. La tisane que vous buvez, c'est une tisane, comment dirais-je, fabrication. Ouais, Vous parlez de ça, hein, de comment. ouais, On- ouais. Là, c'est quelques herbes qu'on mélange en truc. C'est toujours le système D. Toujours le système D. On n'a pas, il n'y a rien de régulier ici. Tout, ça passe par un système D. Donc, c'est quelques plantes qu'on trouve et on broie et voilà, on met avec de l'eau chaude et voilà. Et ça marche. Et encore, nous, dans la maison de la presse, on a un peu l'occasion parce que quand on a loué cet appart, il y avait du gaz, c'est-à-dire le bout à gaz, et on a aussi la bouteille de gaz du propriétaire qui nous a laissé gentiment de sa part. Et donc, c'est pour ça on peut avoir un peu de feu pour faire du thé et de la tisane. Mais il y en a d'autres que moi, chez moi, par exemple, sous la tente, ça, dans la villa, c'est avec du feu qu'on fait ça, avec du bois, quand on chauffe, que ce soit de l'eau ou qu'on fait la cuisine, c'est avec du four en argile. Et quand on a l'occasion d'avoir une bouteille de gaz aussi, c'est vraiment la fête. Parce que ça fait partie aussi des trucs qui sont interdits d'entrée. Et quand ils font entrer, ils font entrer à un compte à gouttes et on est 2,3 millions de personnes. C'est ça le problème de cette deuxième Nakba, c'est que la première Nakba, c'est juste se déplacer d'un endroit à un autre. C'est-à-dire nos ancêtres, ils se sont déplacés de Jaffa, de Haïfa et tout, et ils sont allés en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, mais la nature de la vie était la même. C'est-à-dire les gens, ils habitaient dans des maisons en argile, par exemple. Ils faisaient la cuisine avec du feu. Il n'y avait pas à l'époque des potes à gaz, des gaz de vide et quoi que ce soit. Donc c'est ce qui a changé pour eux, c'est un peu les lieux. Nous, c'est pas que les lieux. On est passé de la modernité parce que les gens ils croient qu'à Gaza, c'est le Moyen Âge. Non, à Gaza, on vivait comme quelqu'un qui vivait à Paris et n'importe où en Europe. On a le confort qu'il fallait on vit dans la modernité. Et justement, il nous a privés de cette modernité. On est revenu dans le Moyen Âge. Et c'est ça qui est difficile. C'est pas parce qu'on vit dans une tente. Non, parce que maintenant, tout est changé. On vit dans une tente. On fait la cuisine avec de l'argile, avec du feu. Et, on fait nos besoins juste parce qu'on a creusé un trou et on a fait un seau et ça devient des toilettes. Pour l'eau, pareil, on chauffe de l'eau sur le feu. Et pour prendre une douche, c'est une bouteille en plastique, on la divise en deux et on l'utilise pour prendre la douche. Le savon et tout ça, parce qu'il n'y a pas de savon, on a commencé à faire un système D avec des savons faits maison qui n'a rien à voir avec du savon, mais c'est juste sentir que ça sent bon ou on est en train de se laver. Tout est pareil. Il n'y a plus d'électricité. On fait avec soit du feu, panneaux solaires pour ceux qui ont de l'argent, mais ceux qui n'ont pas d'argent, on ne peut pas acheter de panneaux solaires. Donc, on est revenu vraiment dans le Moyen Âge, alors qu'on vivait dans la modernité.
Rami, il y a plusieurs questions très pratico-pratiques dans le chat. Allez-y, prenez une bonne gorgée. Tant que c'est chaud, allez-y, allez-y. Casperplex vous demande. Alors, non, ça, je vais vous le demander juste après. C'est Calorem, pardon, qui vous demande s'il fait pas trop froid en ce moment. Casperplex qui vous dit, est-ce que ceux qui vendent ces produits sont-ils des profiteurs de la situation? Et là, ça nous amène à une chronique que vous avez tenue assez tôt d'ailleurs dans votre journal de bord concernant les clans. Peut-être qu'il faudrait en parler. Mais d'abord, voilà, est-ce qu'il fait froid en ce moment? Comment ça se passe dans votre villa, comme vous l'appelez, c'est-à-dire votre tente, une tente de marque française, hein, si j'ai bien compris. Euh, Ouais. c'est- Ça vient, je veux pas faire de la pub, ça vient de Decathlon. Ça vient de Decathlon. Ça vient de Decathlon. Oui, Euh, mais cette tente-là qui vient de Decathlon, malheureusement, j'habite plus dans je l'ai pas installée parce que c'était vraiment trop petit et nous on est six et oui. et donc j'étais obligé d'acheter une autre tente qui est un peu plus large et plus entre guillemets plus fiable pour surtout le vent parce qu'on est juste à côté de la mer. Je vis sur la route côtière, moi, donc j'étais obligé d'acheter une autre tente. Et pareil, cette tente-là, c'est juste un bout de tissu. Je dis à chaque fois, ce bout de tissu ne protège de rien, ni de la chaleur, ni du froid, et surtout pas des bombes. Mais c'est juste, on se sent qu'il y a un endroit où on peut tous se réunir et dormir dans cet endroit-là, mais sans protection. Et s'il fait froid, oui, surtout la nuit, il fait très froid. C'est comme quelqu'un qui vit dans la rue, mais c'est juste, il a un bout de tissu qui le couvre, mais ce bout de tissu, il ne protège pas du froid et surtout pas au bord de la mer. Et surtout quand il pleut aussi, c'est de l'inondation. Et c'est pas, vous avez vu les images quand il pleut juste une heure ou une demi-heure, c'est une inondation partout. Et les gens, ils perdent leur bâche, leur tente à cause du vent et de la pluie. Donc, on est dans des conditions de vie très dures. Et pendant l'été, c'est plutôt l'inverse. C'est le sauna, c'est les reptiles, c'est les araignées, c'est les insectes, c'est tout. Et là encore, on n'est pas entré dans l'hiver. L'hiver, ça rentre le 21 janvier, donc c'est bientôt. Et nous, c'est un endroit où il pleut beaucoup pendant l'hiver. J'espère que d'ici là, on sera rentré. Même si on est rentré, on ne trouve pas nos maisons, mais au moins, on sera il y aura une ouverture des terminaux et on peut avoir un peu de matériel pour faire au moins des trucs un peu solides. Même on est dans la rue, mais avec quelque chose de solide, avec des vrais bois, des vraies bâches, des vrais plastiques, où on peut être un peu protégé au moins en attendant la reconstruction. Donc, le 24 mars 2024, vous titrez votre chronique «Chaque pouvoir qui arrive dans Gaza essaie d'utiliser les clans à son profit». Et vous attaquez en disant les Israéliens sont toujours en train de chercher des solutions pour remplacer le Hamas. Parmi ces anciennes et mauvaises solutions, ils ont essayé de s'attacher à la collaboration des chefs des grandes familles entre guillemets, de la bande de Gaza. Est-ce que, pour répondre au chat, est-ce qu'il y a des profiteurs de guerre? euh, Est-ce qu'il y a le marché noir, la contrebande, etc., etc. Le problème, c'est on a passé un peu, parce que ça n'a pas marché, les trucs de grands clans, là, euh, vis-à-vis des Israéliens, c'est-à-dire c'est eux qui vont gouverner Gaza ou autre. Pour le moment, ça n'a pas marché. Quoique les Israéliens, ils utilisent toujours ces clans-là pour la dernière fois, c'était pour piller l'aide humanitaire qui entre. Mais le problème que oui, il y a des vrais profiteurs, il y a des commerçants. Moi, je les appelle pas des commerçants, c'est plutôt les bœufs. Je sais pas si vous connaissez ce terme, les BOF. C'est un terme qui date de la Deuxième Guerre mondiale en France. C'est ceux qui entre profité euh, Beurre au fromage, c'est ça? ceux qui ont profité de la situation pour avoir de l'argent. Et aujourd'hui, on a des bofs ici à Gaza. Et c'est ça ce qui fait mal, c'est que ça vient d'un frère, d'un voisin, d'un Gazaoui qui vit le même bombardement, qui vit les mêmes massacres, et malgré ça, il profite de la situation pour faire beaucoup d'argent.
profiter de la situation, profiter de la majorité de la population qui est affaiblie, qui n'a plus d'argent, qui est ruinée. Et eux, il y a c'est quelques dizaines de commerçants, ils font des thunes, des thunes, des thunes au dos de cette population pauvre. Bien sûr, à l'aide des Israéliens, parce que j'ai expliqué à l'époque comment les Israéliens ils ont choisi pour l'importation juste 5 importateurs palestiniens et c'est eux qui profitent de tout. Et le cercle de profit, ça devient d'un commerçant à l'autre jusqu'au celui qui fait le marché ou bien marchand ambulant dans le marché de Gaza. Mais malheureusement, ces gens-là, ils profitent à fond de cette situation. Et là, récemment, ils ont trouvé une nouvelle technique aussi. Non seulement ils vendent des marchandises à des prix trop chers, mais c'est pas dans le bouquin, mais vous pouvez le trouver sur Lyon 21. Et ils profitent aussi du cash, parce que comme les banques ils sont fermées, les gens ils peuvent retirer le cash. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de distributeur de billets, donc on passe par les bureaux de change. Et les bureaux de change pour donner de cash, je transfère de mon compte bancaire à son compte bancaire, au lieu de me donner la totalité de l'argent que j'ai transféré, il déduit entre 25 et 30%. Et une fois, c'est arrivé à 35%. Donc, c'est vraiment des profiteurs de jamais vus de la guerre et que la population de Gaza, ils souffrent de ces gens-là, mais malheureusement, ces gens-là, c'est des Gazaouis, c'est des Palestiniens, c'est des gens qu'on connaît, qui vivaient avec nous. Et surtout, ils sont en train de subir les mêmes massacres que nous. Donc, cette personne qui est en train de profiter, il peut mourir à n'importe quel moment. N'importe quel moment, il peut mourir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent qu'il est en train de récolter? Je sais pas, mais je sais pas comment ils pensent. Mais en tout cas, ils profitent de la situation à fond et ça fait aussi de la peine parce que ça vient d'un Palestinien, ça vient pas de quelqu'un qui profite de la situation qui n'est pas palestinien. Rami, vous parliez tout à l'heure de l'accès à l'eau, pardon. Vous parliez de ces gens, et notamment Souleymane, votre ami dont on parlera tout à l'heure. Vous en parlez, page 54. Souleymane et les siens ont creusé un petit puits à côté des bâches pour en faire des toilettes afin de ne pas avoir à faire des kilomètres pour aller aux toilettes des mosquées ou des écoles. Voilà comment vivent les déplacés de Rafah. Et là, vous avez une phrase qui tord les boyaux. Vous écrivez: nous sommes un peuple qui s'adapte toujours, très vite. Mais s'adapter, écrivez-vous, c'est un peu accepter le mal. On ne se révolte pas, on s'adapte. C'est ça ce qui est grave. C'est que l'effet grenouille, ça s'applique vraiment à nous facilement. Donc, si vous pouvez amener quelqu'un qui vivait avant notre vie et qu'aujourd'hui il vit notre vie, il va mourir tout de suite sans les bombardements. Mais nous, avec la politique israélienne qui nous a donné toujours cette théorie de grenouille, on le met dans le feu petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'au mourir doucement ou bien accepter les pires des conditions. Ça, on a l'expérience depuis 48. Donc, les camps de réfugiés qui étaient faits depuis 48, ils sont toujours là, à Gaza. Les camps de réfugiés de Châté, le camp de réfugiés de Nuseirat, de Brej, de Khan Younes et tout ça. Et justement, on est en train de vivre le même chemin que nos ancêtres ils l'ont vécu. Et ils se sont adaptés, et nous aussi, on se s'est adaptés. Et c'est ça ce qui est un problème. Et s'adapter, c'est pas juste envie de cette guerre-là, mais aussi de la misère qu'on est en train de vivre. Parce que normalement, on ne doit pas accepter cette humiliation. On ne doit pas accepter ce qu'on est en train de vivre. Mais non, nous, on trouve de solutions. C'est bien de trouver toujours une solution, système D, d'être créative, mais pas accepter d'adapter le pire, l'humiliation. Avant, quelqu'un qui allait recevoir un, un package d'aide humanitaire et tout ça, c'était, je vais pas te dire que c'était la honte, mais c'était quelque chose que c'est pas tout le monde, c'est vraiment consacré à ceux qui ont besoin ou bien que ceux qui ont besoin d'aide ou ceux qui sont pauvres. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Tout le monde, sans exception. Tout le monde, ils sont inscrits dans les ONG. Maintenant, les ONG, ils ont une base de données de toute la population de Gaza, gratuitement. Juste parce que tout le monde s'est inscrit dans ces liens-là pour avoir un sac de farine, un truc, ce que vous voulez. Et là, c'est vraiment le pire, ce qu'on est en train de vivre. On a commencé à accepter l'humiliation. On est le truc de largage
largage d'aide humanitaire. Au début, bah, tout le monde dit, mais on n'est pas des chiens. Mais aujourd'hui, tout le monde court après parce qu'il veut mourir, il veut manger, il veut boire. Et c'est ça, on s'adapte toujours au pire. Pareil, pour creuser un truc de toilette ou bien un truc, c'est aussi s'adapter, c'est accepter lui. Et non seulement accepter, ça va durer. Et c'est ce qui s'est passé avec nos ancêtres, c'est le même scénario qui est en train de faire avec nous. Là, aujourd'hui, on est dans des camps de fortune. Avant, nos ancêtres, ils étaient dans des camps aussi de réfugiés. Ces camps de réfugiés étaient des tentes. Petit à petit, ça devient des trucs en plastique ou en bâche. Et puis, petit à petit, c'est en toile. Et petit à petit, c'est en dur. Et je crois que nous, petit à petit, ça va être la même chose ici. Et justement, c'est à cause des Israéliens qui nous forcent à toujours anéantir notre esprit, comment dire, à serrer notre esprit, parce qu'aujourd'hui, on parle plus de Jérusalem, on parle plus de la libération de la Palestine, on parle plus d'un État palestinien, on parle de sac de farine. Tout le monde cherche un sac de farine. Et c'est la grande réussite pour l'Israélien qu'un Palestinien de Gaza qui avant, à l'époque d'Arafat, il parlait d'un État palestinien sur les territoires de 67, Jérusalem-Est comme la capitale, avoir un aéroport, avoir un port. Aujourd'hui, ce même Palestinien, il demande juste un sac de farine. Néanmoins, votre ami Souleymane, donc c'est celui avec qui vous allez créer le bureau de presse qui va disparaître. Il- Non, non, c'est pas Suleiman. Suleiman, c'est mon beau-père qui a ah, creusé pardon, pardon, c'est votre beau-père, excusez-moi. Non, non, je confonds, excusez-moi. Votre beau-père, il a cette phrase extraordinaire 2 pages plus loin. Il vous a dit, vous le retranscrivez, il n'y a plus de justice dans cette vie, il faut aller la chercher. Oui. Et il m'a dit ça avant de mourir. Parce que les gens, ils croient que des gens, ici, on est mort juste à cause de bombardements. Non, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas accepté cette vie. Ils n'ont pas accepté cette humiliation. Ils n'ont pas accepté cet état d'esprit ou bien état de vie qu'ils sont en train de vivre. Mon beau-père, il avait un bâtiment de 4 étages, et ses enfants, chacun un appart. Il avait 16 enfants et je parle d'enfants, garçons et filles. Il était bien, il vivait bien sa vie, il gagnait bien sa vie. Et là, c'est quelqu'un qui a voyagé partout. Et à la fin, il a fini sous une bâche avec un trou pour faire ses besoins. Et pour lui, c'était la pire des choses pour lui et la pire humiliation. Et c'est pour ça qu'il voulait, il est allé chercher la justice ailleurs, c'est-à-dire chez Dieu, parce que dans cette vie-là, il n'y a pas de justice. Et justement, 2 jours après ou 3 jours après, il est parti se reposer en paix parce qu'il n'a pas supporté. Et Suleiman, mon beau-père, il n'est pas le seul. Moi, je suis sûr, moi, j'ai entendu parler la dernière fois avec un spécialiste, un sociologue, qui a dit dans les guerres, il faut pas compter ceux qui sont morts juste directement ou à cause d'une bombe, mais à chaque personne morte, il y en a 4 qui sont mortes à cause de la guerre, mais pas à cause de la bombe. Et Soleiman, il fait partie de ces gens-là. Et bien sûr, je parle pas que Soleiman parce que juste il n'a pas accepté ça, donc il est mort. Mais il y en a ceux qui n'ont pas les soins aussi. Il y a des gens qui sont morts à cause du cancer parce qu'il n'y a pas de soins de cancer. Il y a plus l'hôpital, le seul hôpital qui faisait les traitements, les chimiothérapies, tout ça. Ça a été bombardé et maintenant il est actuellement dans ce qu'on appelle l'axe de l'Etsarim. Et pareil pour les gens qui ont un problème rénal, qui doivent avoir une dialyse 2, 3 fois par semaine, ben, ils n'ont pas la possibilité. Et ces gens-là, ils sont morts. Et pareil, il y a des gens qui sont morts juste à cause d'une grippe parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des médicaments ou bien des soins comme il faut, et donc ils sont morts. Et je suis sûr si on va faire les calculs des gens qui sont morts dans cette période-là, c'est-à-dire depuis 14 mois, on va voir que c'est pas juste 50 000 personnes qui sont mortes directement à cause des bombardements, mais il y aura 200 000 personnes qui sont mortes dans cette période-là, et c'est relié toujours à la guerre, mais pas à cause des bombes. Mais aller la chercher, la justice, ça veut dire quoi? Aller la chercher, c'est-à-dire il va chez Dieu. C'est la justice, ça n'existe pas ici, ça existe dans un autre monde. Et pour aller la chercher, la justice, il faut déjà, il faut se révolter pour chercher la justice, parce qu'on peut pas, la justice, ça vient pas toute seule. Il faut aller la chercher. Et deuxièmement, pour lui, il voulait fuir de ce monde injuste pour aller dans un autre monde. Et il dit, il peut rien faire pour chercher la justice euh, ici, donc il dit, bah, je vais partir ailleurs pour la chercher ailleurs.
Mais justement, le chat vous demande, vous venez de dire, pour chercher la justice, il faut se révolter. Quelles seraient vos possibilités de révolte face à ce que vous subissez? Vous, vous nous décrivez l'enfer, donc comment se révolter dans ce cas-là? Rester sur place. Le fait de rester sur place, moi j'ai choisi de rester, j'avais l'occasion de partir, mais le fait de rester, c'est se révolter. Le fait de ne pas partir, c'est révolter. Au début, je ne vais pas sortir, même pas de la ville de Gaza. Après, j'étais obligé de sortir parce qu'on était encerclés, il nous a demandé de partir, etc. Mais moi, je vais les pas sortir même de Gaza-ville. Et le fait de rester, c'est résister. Après, on n'a pas de moyens. On est en train de subir une guerre et un nettoyage ethnique de l'armée la plus puissante dans le Proche-Orient. C'est des gens qui ont non seulement l'arsenal, la technologie que personne ne l'a, et nous, on a quoi? On a juste cette volonté de rester ici et de dire que on a le droit ici de rester là. C'est notre terre. C'est une occupation. Il faut lutter contre cette occupation. Et notre façon de lutter, c'est rester ici, ne pas bouger, ne pas sortir de la Palestine. Et qui vous aide? Il y a personne qui nous aide. On n'a jamais senti quelqu'un nous aide depuis longtemps. Je parle pas des populations parce que bien sûr les populations ils sont toujours là, ils sont conscients de ce que c'est une occupation qui dure depuis 75 ans. Ils savent très bien que ce qui est en train de passer c'est un génocide, c'est un nettoyage ethnique et la population ils le disent clairement. Mais malheureusement si on parle de chefs de gouvernement ou bien des pouvoirs, personne ne nous a aidés. Depuis 48 on est abandonné. C'est pas nouveau et on n'a jamais compté sur personne. Jamais on n'a compté sur personne parce qu'on sait très bien que chacun il a des intérêts et que le fait de demander de faire un État israélien ici dans cette région, tout le monde a intérêt d'une façon ou d'une autre que ça reste et personne n'ose dire que ce qui se passe c'est un génocide. C'est pas parce qu'il ne croit pas, il le sait très bien. C'est un être humain, il sait très bien. Les images parlent toutes seules, les photos parlent toutes seules. Les gens, ils parlent de ce qu'il y a avec les réseaux sociaux, tout passe, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de fake news, il n'y a rien du tout. Au contraire, tout ce qui se passe sort de Gaza, c'est vraiment pure image qui sort d'une façon naturelle et spontanée. Mais les chefs de gouvernement, les présidents et tout ça, chacun il a ses intérêts avec l'État d'Israël et donc du coup il n'ose pas dire quoi que ce soit envers Israël. Et surtout pas en Europe, parce que l'Europe, le problème, ce qui se passe en Europe, c'est que les Européens, ils se sentent un peu, où il fallait qu'ils se sentent un peu coupables de ce que nous, on a vécu, parce que la province de Belfort, c'est fait en Europe. L'antisémitisme ou bien la création de l'antisémitisme, c'est créé en Europe. Le fait de protéger Israël, de donner de l'arsenal à Israël et donner tout ce qui est expertise au niveau nucléaire et tout ça, ça vient de l'Europe. Et tout ça, bon, chacun il a ses intérêts, mais à la fin, quand on donne tout ça à un État, c'est aussi détruire les vrais habitants ou bien la Palestine. Et malgré ça, ces gens-là, au lieu d'avoir un peu de conscience, de dire oui, c'est un peu sur notre faute, ils se permettent de nous dire non, il y a rien qui se passe. Bon, c'est 50 000 personnes, en tout cas, bah, soit ils sont tous des terroristes, soit on est des animaux, donc ça vaut pas le coup de dire c'est un génocide, et même pas une condamnation. Mais voilà, moi je considère toujours euh, euh, Israël, et surtout avec ce gouvernement de Netanyahou, c'est un peu l'enfant gâté de l'Europe. C'est l'enfant gâté que personne ne peut lui dire quoi que ce soit et que en même temps, s'il fait une bêtise quoi que ce soit, il dit bah c'est bien, mais devant les gens, mais non, mon fils, il faut pas faire ça, attention, pourquoi tu as fait ça et pas plus que ça. Mais tout le monde sait, mais tout le monde, il y a pas un chef politique qui n'a pas d'enfant, ou bien qui n'a pas de famille, qui n'a pas, il voit comment un père de famille, il porte toujours son fils décapité, ou bien les enfants amputés, ou bien les familles entières qui sont écrasées sous une maison. Ils voient très bien ces images-là. Le père, je sais pas pourquoi il n'y a pas de conscience quand il se met pas à la place de ce père-là ou cet enfant-là et de dire que ce qui se passe, de lui dire comme il faut. Non, on a toujours cette phrase magique, Israël a le droit de se défendre. Comme quoi Israël c'est l'occupé, nous on est l'occupant et donc Israël a le droit de se défendre en tant qu'occupé.
toutes les normes internationales, que ce soit dans le droit international, le droit humanitaire, tout ce qu'on a appris depuis l'Occident, malheureusement, ça sert à rien parce que là, apprendre le droit international ou le droit humanitaire, tout ça, c'est vraiment des paroles. Ça n'a rien à voir avec la vérité parce que là, apparemment, c'est juste le droit du plus fort. Et tant que Israël, c'est le plus fort, tant que ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et l'impunité et, de faire ce qu'ils veulent des Palestiniens, et toujours avec cette fameuse phrase, Israël a le droit de se défendre. Néanmoins, Amnesty International a rendu un rapport ces derniers jours qui acte le génocide. Il y a la Cour pénale internationale qui a lancé un mandat contre Netanyahou. Est-ce que pour vous c'est dérisoire ou est-ce que ça compte? Pour moi, ça fait depuis 48, il y a plusieurs résolutions des Nations Unies, que ce soit le partage, le retrait israélien, la libération des prisonniers, le retour des réfugiés, tout ça, c'est des résolutions des Nations Unies, c'est des instances internationales. Mais bon, rien n'est fait. Et le pire, qu'il y a certains pays, ils ont dit, nous, si Netanyahu il va venir, on va pas l'arrêter. Il y a pas plus comment dire, de honte de dire ça, c'est que ces pays qui nous parlent toujours de droit international et de les droits et qui viennent chez nous pour dire vous avez des gouvernements de tyrannie, vous n'avez pas d'idée comme démocratie, et qui parlent de tout ça, et ce sont les premiers à ne pas appliquer le droit international. Et c'est ça la honte. C'est que vous venez chez nous pour dire oui, il faut appliquer le droit, il faut que ça soit démocratique, il faut faire des élections, il faut. Oui, ils sont venus pour nous apprendre les notions de droit international, de l'humanité et de tout ce qui est démocratie, mais ça s'applique pas quand ça ne leur arrange pas. Et chez nous, ce qui se passe aujourd'hui chez nous, c'est aussi la faute de l'Occident. Parce que si on veut parler du Hamas a été élu en 2006. Et à l'époque, tout l'Occident, il voulait Abbas qu'il fasse des élections. Et quand on a fait des élections et qu'il y a Hamas qui a gagné les élections, personne n'a reconnu. Et vous voulez les choses, bien, l'Occident en général veut les choses à sa mesure, comme on dit chez nous. Et pareil, là, on parle de droit de la CPI, la Cour pénale internationale. On a créé ça parce que il faut que la paix règne dans le monde entier. Mais quand la paix, cette cour-là, elle donne des décisions, on ne les applique pas parce que ça devient pas ou bien c'est pas sur mesure ce que nous on veut. Et il le dit clairement, et c'est ça ce qui est grave. Donc personne, nous, on ne croit plus à ces paroles de liberté, démocratie, tout ça. Non. Maintenant, on croit vraiment que c'est la loi du plus fort et voilà, Israël, c'est le plus fort. Donc, c'est là, ils sont impunis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, et c'est tout. Dans une de vos dernières chroniques, vous donnez cette citation célèbre de Moshe Dayan, qui était alors le chef d'état-major de l'armée israélienne du 29 avril 1956. J'imagine que vous la connaissez par cœur. Est-ce que vous voulez la redire? Sinon je lis le passage avec, vous me dites. Oui, il dit, il faut pas blâmer les Palestiniens. Vous avez pris leur terre, vous avez pris tout, pris, donc vous attendez très bien à ce que les gens se révoltent. Et il n'y a pas seulement ça. Il y a Moshe Yaalon, l'ancien ministre de l'Intérieur de la Défense israélien, il y a un mois, il a dit ce qui se passe et ce qui est en train de faire l'armée israélienne, c'est le nettoyage ethnique. Et c'est ça, c'est que tout le monde veut voir, même un ancien ministre israélien. Haaretz, le journal israélien, il a dit, il a parlé des Palestiniens comme les demandeurs de la liberté. Ils étaient sanctionnés, le gouvernement les a bannis, ils ne mettent pas de publicité, et il faut pas dealer avec Haaretz. Mais les Israéliens, c'est des êtres humains, ils sont comme nous. Moi, j'ai des amis israéliens, j'ai des amis franco-israéliens et j'ai des amis israéliens aussi. Et je sais très bien qu'ils veulent vivre en paix avec nous, comme moi, je veux très bien vivre en paix avec eux. Mais le gouvernement d'extrême droite, bah, lui, il fait ce qu'il veut. Il trouve toujours des prétextes pour faire la guerre. Parce qu'Israël, il faut toujours un épouvantail. S'il n'y a pas d'épouvantail, ça ne marche pas.
de toujours dire vivre la victime. Ça a commencé en 48 et ça, en 1900, la Deuxième Guerre mondiale. En 48, ils ont occupé la bande de Gaza, la Palestine, en tant que victimes. Ils sont continués jusqu'à présent en tant que victimes, mais nous, on est des victimes des victimes. Et c'est ça le problème, c'est que tout le monde le sait, même un ancien, l'ancien chef du Shabbat, là, récemment, il dit, je cite, si j'étais palestinien, je vais résister pour avoir la libération de la Palestine. Et le journaliste lui a relancé, on dit, par tous les moyens, et il dit, par tous les moyens. Mais c'est quelque chose de très évident. Quand il y a une occupation, il y a quelqu'un qui se révolte contre l'occupation. Vous, les Français, vous avez vécu ça dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez ce que c'est une occupation. Vous étiez occupés. Et si on va dire à tous les gens qui luttaient contre l'occupation des terroristes, bah, la libération de la France, c'était grâce à des terroristes qui l'ont libéré, la France. C'est juste l'inversion des rôles, c'est juste les Israéliens, ils sont trop forts au niveau médiatique de dire qu'ils sont en train de vivre la victime parce que non seulement ils ont occupé la Palestine, mais il faut qu'on l'occupe et personne ne bouge. Parce que s'ils bougent, on est des victimes. Et c'est ça le problème. Dans votre livre, vous avez une phrase magnifique, puisque c'est à la fois des chroniques au jour le jour, c'est le quotidien, c'est ce que vous avez raconté, et puis de temps en temps, il y a des fulgurances philosophiques, on pourrait dire, des moments où vous parlez de la dignité, où vous parlez c'est de la philosophie. Et vous avez cette phrase, page 28, toute la population est dans la misère. Nous avons tout perdu, sauf notre raison. Et là, ce matin, depuis 1 heure et demie, je crois que vous le démontrez. Vous n'avez pas perdu votre raison. Non, pour le moment, non, pas encore. Mais le problème, c'est que dans cette guerre-là, on a tout perdu. Moi, je considère que cette guerre, toujours, je fais la comparaison avec un mixeur, une tornade. On est en train de tourner là-dedans. C'est un mixeur qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et c'est lui qui part se reposer en paix. Il sort de ce mixeur, mais on est toujours dans ce mixeur-là. Et pendant ce mixeur-là, on est en train de tout perdre. C'est monter quelqu'un dans un truc où il y a du vent, il perd ses habits, il perd ses cheveux, il perd tout. Mais il faut pas perdre la dignité. Il faut pas aller perdre la dignité. Parce que nous, ce qui nous reste, c'est la dignité. On a tout perdu. On a perdu notre patrie, on a perdu nos enfants, on a perdu euh, notre histoire parce qu'ils ont tout effacé. Ils ont même les sites archéologiques, ils les ont bombardés. On a perdu l'éducation, ils ont bombardé les universités, les écoles. On a perdu la santé parce qu'il y a plus de santé. Mais au moins, ça nous reste un peu la dignité. Il faut rester digne. Le jour où on va perdre notre dignité, on va tous mourir. Personne ne va rester en vie. Et les enfants de Gaza ont perdu leur enfance. Vous avez une très Bien belle sûr, chronique là-dessus. Oui. bien sûr. Sont grandis pareil. Comme nous, on a grandi de 10 ans ou 15 ans, les enfants, pareil, ils sont grandis aussi. Mon fils, Walid, il n'a pas de jouets. Et la dernière fois, on a fait des trucs, des billes en argile ou bien avec de la boue pour jouer aux billes. Même pour le jouer, on fait toujours le système D. C'est quelqu'un normalement qui devait avoir, je sais pas moi, dans un parc d'attractions ou aller jouer avec ses amis ou même aller au jardin d'enfants. La dernière fois, il m'a dit, papa, je vais un cartable, je vais un cartable. Je vais acheter un cartable parce que déjà, on ne trouve pas de cartable, mais j'ai acheté un cartable. Quand il a pris, il a mis des stylos et des machins. Il va aller au jardin d'enfants parce qu'il a vu ça sur Internet. Il a vu comment les gens, normalement, à son âge, ils vont à l'école, ils commencent à écrire et tout. Et lui, il n'a pas ça. Et non seulement là, mon fils, il est un peu chanceux, parce que je suis là, j'essaye de faire le clown, de faire ce que vous voulez, mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Déjà parce qu'il n'a pas juste un seul fils, il a une douzaine, soit 6 ou 7 filles, 7 enfants, parce que nous, la famille moyenne, c'est 6 enfants ou 5 enfants. Et avec la misère qu'on vit, il peut pas prendre soin de ses enfants. Et il doit sortir le matin, il doit trouver à manger, il doit tout faire. La maman aussi, elle doit travailler. Et les enfants, ils ont commencé à aider leurs parents. Dans le marché, là, dans la rue, on voit que des enfants partout. Tout le monde doit travailler. Ils ont oublié l'école. Ils ont oublié l'éducation.
Et bien sûr, un marché, la culture de marché, c'est pas le marché à l'européenne. Le marché ici, c'est des bagarres, c'est des insultes, c'est des problèmes entre les gens, c'est la culture de la vulgarité, c'est tout. Et un enfant, quand je dis un enfant, je parle pas de quelqu'un qui a 16 ans ou bien 15 ans. Je parle des gens, des deux enfants qui ont 5, 6 ans, qui sont dans le marché parce ils doivent travailler. Ils doivent y faire des kilomètres pour chercher de l'eau, faire des kilomètres pour chercher de la nourriture. Au début, l'enfant, il a honte de faire la queue pour chercher de la nourriture. Aujourd'hui, il combat pour aller chercher une casserole de petits pois ou bien des lentilles ou bien un peu de riz. Mais tout ça, ça change, ça s'arrête dans la mentalité. Et les enfants, c'est maintenant il faut les éduquer. C'est-à-dire avoir cet âge-là où on commence à les donner à l'éducation, à les faire aimer l'école, à les faire aimer l'enseignement et tout. Là, ils sont en train d'absorber tout ce qui est mauvais, malheureusement. Tout ce qui est des notions qui ont changé. Et le fait de demander à un enfant de 5 ou 6 ans de combattre pour vivre, c'est grave. C'est grave. Parce que là, il va combattre jusqu'à la fin parce que ça fait partie de sa, comment dire, de sa croyance que pour vivre, et ça peut passer à plusieurs limites, hein. Il peut finir par être voleur pour vivre. Et c'est ça ce qui est grave. Il y a plus d'enfants. Ils ont perdu l'enfance. Ils ont perdu cette innocence d'enfance. Ils sont devenus, je veux pas dire adultes parce qu'un adulte plus ou moins il est un peu sage, mais ils sont devenus plutôt adolescents qui ont perdu la sagesse et qui ont tout perdu. Et pour eux, voilà, il faut combattre pour survivre. Et non seulement il a responsabilité pour lui, mais aussi pour sa famille. Donc, il veut survivre pour lui et sa famille, quoi qu'il soit. J'aimerais vous faire parler d'une dernière chronique si vous avez encore quelques minutes. C'est celle où vous parlez des nouveaux métiers, hein. Cette pénurie a provoqué l'apparition de nouveaux métiers. Nous sommes le jeudi 8 août 2024. Et parmi les nouveaux métiers, il y a le rouleur de cigarettes, pour ceux qui ne savent pas rouler leur clope. Il y a le réparateur de billets de banque. Il y a le vendeur de sacs en plastique. Et puis, il y a justement à proximité de ces marchés dont vous parliez ou aux abords des camps de déplacés, il y a le loueur d'espace de frigo. Ça a coupé, David, j'ai pas entendu la phrase. Et excusez-moi, je parlais des nouveaux métiers que vous évoquez, Oui. et parmi les nouveaux métiers, il y a celui de loueur d'espace de frigo. Loueur de quoi? D'espace de frigo. Oui. Justement, on revient toujours au panneau solaire, parce que c'est vraiment la magie de l'électricité. Donc, il suffit de faire un peu de panneaux solaires avec un frigo et il commence dans le compte de fortune si quelqu'un a quelque chose à le faire. Donc, voilà, il voit, chaque jour, il paye 2 shekels, 3 shekels, ça dépend de la taille de l'objet ou bien de ce qu'il veut faire, que ce soit de l'eau ou bien euh, des boîtes comment dire, un peu de nourriture ou bien quoi que ce soit, ce qui est parfois des médicaments aussi, parce qu'il y a des gens qui doivent mettre des médicaments dans le frigo. Et chaque produit a sa propre prix. Et ça fait partie de nouveaux métiers aussi aujourd'hui qui fait ça. Il y a aussi les chargeurs de téléphone portable. Justement, quand moi, par exemple, dans l'attente, la majorité des voisins autour de moi, ils n'ont pas de système D pour charger leur téléphone. Donc, il y a un petit coin à côté, toujours dans chaque camp de fortune, il y a cette tente-là où on donne notre téléphone portable pour charger notre téléphone portable. Parfois, charger aussi les lampes rechargeables pour avoir un peu d'électricité dans la nuit. Une torche, par exemple. Il y a ceux qui chargent leur téléphone portable et leur ordinateur portable, ou bien leur laptop. Tout ça, c'est de nouveaux métiers qui n'existaient pas. Et moi, je sais pas si j'ai utilisé le bon terme en disant métier, mais c'est de nouveaux business, on va dire, il est en train de se faire ici à Gaza à cause de la misère qu'on est en train de vivre. Ramil, il y a beaucoup de questions dans le chat des gens qui vous écoutent, qui disent, à part pleurer, qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut aider ce monsieur? Comment on peut aider les Palestiniens? Alors, nous, ce qu'on a fait depuis le début de l'entretien, c'est que dans le chat, on met des liens, notamment vers Orient 21, qui est,
on peut le dire, votre employeur, hein, qui est le journal pour lequel vous écrivez ces chroniques. Il y a un appel aux dons aujourd'hui pour ce journal. Mais s'il y a quelqu'un qui aimerait... alors, j'ai bien compris que vous n'avez pas envie de vous accaparer l'aide, mais comment on peut vous aider? Voilà, comment on peut aider la maison de la presse palestinienne, par exemple, pour pas vous aider vous directement, parce que ça vous mettrait dans une position peut-être un petit peu délicate, mais où est-ce qu'on peut envoyer un peu d'argent? Mais aider, ça ne veut pas dire que envoyer de l'argent. Vous Oui, pouvez aider avec, il y a plusieurs solutions pour aider. Déjà, c'est pour la maison de la presse, aider, on peut faire des projets ensemble, on peut financer des projets pour les journalistes, pour les nouveaux diplômés, pour les jeunes journalistes et pour les journalistes femmes surtout. On peut faire beaucoup de choses. Mais aider aussi la population de Gaza, c'est pas que envoyer de l'argent. Aider, c'est se mobiliser, c'est parler de la cause palestinienne. Chacun y parle à son voisin, à son entourage, parler de cette injustice qu'on est en train de subir. Chacun, il peut, juste à sa façon, de parler de tout ça. Et on peut faire un changement. On peut faire pression sur les gouvernements. On peut faire pression sur les, entre guillemets, les décideurs. On peut faire pression pour changer cette notion d'impunité sur Israël. On peut faire beaucoup de choses. Disons, comme on dit, quand on peut, quand on veut, on peut. Ce changement qu'on a vu récemment dans les universités, que ce soit en France ou ailleurs, on parle de ces universités qui bougent. C'est la jeunesse qui a commencé à comprendre que les mensonges qu'ils ont entendus parler depuis longtemps, l'antisémitisme, si on parle d'Israël, c'est tout de suite égal à antisémitisme, alors que ça n'a rien à voir. Il y a des juifs qui critiquent Israël. Il y a des Juifs qui veulent la libération de la Palestine. Il y a des Juifs qui veulent arrêter cette occupation et de vivre deux États indépendants. Mais c'est juste ces gouvernements d'Israël, à chaque fois, quand il s'agit de critiquer Israël, tout de suite, c'est antisémite. Et encore, il y a des gens, quand ils parlent d'antisémitisme, ils savent pas ce que c'est sémite. Moi, je leur conseille d'aller dans le dictionnaire, de lire qu'est-ce que ça veut dire le peuple sémite. C'est qui les sémites? Nous, on fait partie des sémites. oui, oui. Mais c'est toujours c'est de la propagande, c'est sémite, tout de suite c'est égal juif et c'est tout. C'est pas vrai. On peut faire beaucoup de choses pour la population de Palestine. On peut faire beaucoup de choses. Se mobiliser, parler à chaque fois. Chacun il parle de son entourage sur son réseau social, juste parler de la vérité telle qu'elle est. La vérité, ça se cache pas. On n'a pas besoin de mettre des couleurs pour la vérité pour que les gens les acceptent. La vérité, ça se voit. Nous, on dit, on peut pas cacher la vérité avec un filtre. Ça se cache pas. Mais le fait de parler de tout ça, dans l'entourage, dans nos amis, si on est en prof, de parler ça à nos étudiants, si on est un instituteur, on parle ça à nos élèves, si on est dans une association, on parle ça à nos amis, si on est un footballeur, on parle ça à notre public. Ben, tout le monde peut se mobiliser, tout le monde peut dire ce qui se passe. Et du coup, petit à petit, ça va changer cette mentalité. Ça va changer la mentalité d'impunité d'Israël. Et que tout ça, ça doit s'arrêter. Aider, c'est pas l'argent. Aider, c'est pas donner à manger, à boire. Aider, il faut que cette injustice s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut une mobilisation. Et que les gens, ils sont sensibilisés de ce qu'on est en train de vivre maintenant à Gaza, mais en général en Palestine. Et ça peut se faire. Tout le monde peut faire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui peut pas faire quelque chose. Toute personne peut être utile pour arrêter ce qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup, Rami. Une dernière question à propos de ce qui se passe en Syrie. Est-ce que vous avez le temps de vous y intéresser? Est-ce que vous avez déjà euh, des analyses là-dessus? Est-ce que vous pensez que ça peut changer la donne, votre vie à vous, les Palestiniens? Ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Et par ailleurs, euh, on va s'écrire, et si jamais Au Poste peut bosser avec la maison de la presse, si vous pouvez nous faire des reportages et on les financera, ce serait extraordinaire. Voilà. Avec plaisir. Mais, Avec plaisir. et on fera nos affaires après, hein, en toute confidentialité. Non, je rigole, mais la porte est grande ouverte, évidemment, si c'est possible, Merci. si vous avez la force et le temps et tout ça. Voilà. Mais voilà, pour terminer cet entretien, voilà, la prise, le départ de Bachar el-Assad de Syrie, dont on sait que c'était le Hezbollah qui était sa garde rapprochée. Qu'est-ce que ça peut faire pour vous? Voilà.
peut-être les gens, ils étaient un peu surpris de ce qui se passe en Syrie, mais c'est compréhensible. C'est-à-dire, malheureusement, tout ce qui se passe autour dans le Proche-Orient, ça a toujours une relation avec ce qui se passe à Gaza. Parce que tout a commencé ici, même si on va aller un peu plus loin quand on parle de printemps arabe, le printemps arabe a commencé à Gaza quand le Hamas ils ont pris le pouvoir. Et c'était un peu ça le but du printemps arabe, que les frères musulmans prennent le pouvoir sur toute la bande, dans tous les pays arabes. Et bien sûr, ça n'a pas marché malheureusement. Et pareil, là, ça a commencé le 7 octobre et tout a été bien planifié pour que nos soutiens pour cette résistance, on l'appelle l'axe de résistance, soit détruit. Donc, ils ont commencé par le Hezbollah. Hezbollah il était très affaibli au Liban. Et puis, l'Iran elle-même, ils ont eu pas mal de coups de frappes. Et la Syrie, qui considérait un peu le lien entre l'Iran et le Hezbollah pour la fourniture des armes et quoi que ce soit. Et voilà, pour arrêter cet axe-là, il fallait couper ce pays qui finance, qui sont directement liés au Liban géographiquement. Et donc, d'un jour à l'autre, on a vu que la résistance ou bien la libération, le nom qui donne, ils ont pris le pouvoir et que Bachar al-Assad est parti. Mais je suis très sûr que bon, ça a été fait parce que tous les membres du Hezbollah qui combattaient avec le régime syrien, ils sont allés au Liban pour combattre avec le Hezbollah. Et pareil, la Russie qui était là pour protéger ce pouvoir-là ou bien ce régime, et ils sont en Ukraine. Mais je crois que tout ce qui s'est passé, c'est un deal, et ça fait partie de ces deals-là, que ce soit entre Trump et la Russie, que voilà, on vous donne la Syrie, on vous donne plus de liberté pour l'Ukraine ou bien plus de manœuvres pour l'Ukraine. Et je crois que ça a commencé là, ce deal-là, qui commence petit à petit. Mais pour nous, en tant que Palestiniens ou bien de Gazaouis, si on peut être un peu égoïste, on considère que c'est bientôt aussi la fin de la guerre, parce que si ça s'arrêtait autour et que euh, Trump il voulait tout arrêter, je crois que nous on se rapproche aussi à un cessez-le-feu. Et bien sûr, c'est quelque chose, c'est quelque chose pour nous, une grande joie où on va arriver à ce point-là, parce qu'on sait que Netanyahou il voulait pas arrêter la guerre, il voulait que ça continue, parce que la continuation de la guerre, c'est aussi la continuation de sa vie politique. Mais là, la guerre, ça va s'arrêter, mais en même temps, il y aura Trump qui va garder sa vie politique. Donc, tout le monde sort gagnant, entre guillemets, dans cette guerre-là, sauf la population de la Palestine ou bien de Gaza. Mais au moins, on aura un cessez-le-feu. S'il y a un cessez-le-feu, Rami, quelle ONG vous aimeriez qu'on soutienne? Parce que s'il y a un cessez-le-feu, l'idée c'est, j'imagine, avant de reconstruire politiquement la Palestine, c'est de l'aide humanitaire. Est-ce qu'il y a des ONG qu'on peut conseiller plus que d'autres ou qu'on peut soutenir, ou globalement Vraiment, toutes celles qui sont connues si sont on va parler correctes? si on va parler des ONG internationales, toutes les ONG internationales, pour le moment, ils sont en train de faire un grand travail au niveau de secours actuellement dans la bande de Gaza. Oui. Mais moi, en tant que Palestinien, si ils me demandent de se tenir, ou bien et, il me conseille, ou bien il me demande un conseil pour se tenir à l'établissement, et moi, je vote plutôt pour l'UNRWA, parce que l'UNRWA, c'est pas une ONG, mais c'est symbolique. C'est le droit d'existence, c'est le droit de retour, c'est l'existence des Palestiniens. C'est c'est le dernier témoin de l'injustice qu'on a vécue. Tant qu'il y a le droit, tant qu'il y a le droit de retour, tant que ça explique qu'on a un peu une population qui a subi l'injustice, qui a subi l'occupation. Et là, le gouvernement de Netanyahu veut finir avec le droit. Et je crois que Trump, il veut continuer aussi cette voie-là. Mais moi, je préfère même, quand je parle de se tenir, ça ne veut pas dire toujours donner de l'argent, mais soutenir le droit, c'est dire lutter pour que le droit reste, parce que c'est vraiment le titre de l'injustice que l'injustice que les Palestiniens ils ont vécue et qu'ils vivent toujours. Pour,
pour être très clair, l'UNRWA, c'est l'agence de l'ONU, des Nations Unies, dévolue aux Palestiniens. C'est ça, hein? Voilà. Voilà, que Netanyahou a chassé de Palestine et d'Israël. Ultime question, mon cher Rami. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 1h45? C'est une question rituelle que je pose à chacun des invités. Qu'est-ce qu'on a fait pour vous, là? Pour moi, c'est que déjà, vous, vous m'avez parlé de livres parce qu'il y a des trucs que moi, j'ai écrit il y a longtemps. Donc, ça m'a fait un peu en arrière. J'ai passé un peu dans l'histoire quand tout ça, ça a commencé. Mais en même temps, c'était un plaisir pour moi parce que je vois que vous avez lu le bouquin de A à Z et que ça vous a touché et que au moins j'ai fait quelque chose de bien, de parler ou bien les voix des Palestiniens est arrivée jusqu'au en France et jusqu'au nous. Et pour moi, c'était un moment aussi de parler, de sortir ce que j'ai dans le cœur et que j'ai envie de le parler. Et surtout, j'ai pas menti parce que j'habite d'habitude, je mens pour remonter le moral. Là, j'ai pas menti et ça m'a fait du bien de sortir tout ce que j'ai dans le cœur et ça m'a fait vraiment du bien parce que je peux pas me permettre à faire et parler tout ça avec que ce soit ma famille ou bien mes amis parce que je sais qu'il faut parler pas que mentir, mais aussi il faut parler d'autres choses pour que la vie continue, que le moral il sera toujours en bonne forme. Je crois que le plaisir était partagé, c'est ce que dit le chat. Jujube nous dit ça. Rascal dit qu'il va acheter directement le livre. Merci infiniment. On vous dit merci, on vous a entendu. Résistance, vous dit Inagi. Et figurez-vous que votre éditeur, Nicolas, donc c'est pas Charlotte, c'est Nicolas, mais que vous devez connaître, m'envoie un SMS. Il se rend pas compte, Nicolas, qu'on est en direct. Mais enfin bon, elle est super cette émission. Merci beaucoup de nous permettre d'entendre Rami dans la durée. Je ne sais pas si Nicolas vous a entendu au tout début, mais votre joie à nous raconter que vous aviez reçu l'objet, le livre, il y a 2 jours, c'était magnifique. Cher Nicolas, si tu es toujours là, l'émission sera en rediffusion dès 20h et puis après elle sera disponible pour tout le monde. Revois au moins ce début parce que c'est la beauté du livre. Il y a quelque chose encore de miraculeux dans les livres. Rami, je vous remercie infiniment parce que vous êtes face à vous-même. Je suis absolument navré. Vous n'aviez pas le retour et vous avez réussi à rester hyper chouette, bien que sans retour. J'étais bien dans cette interview-là ou bien cette rencontre et ça m'a fait vraiment plaisir. Et, déjà de te parler avec vous. Je remercie vous et aussi les lecteurs qui sont sur les chats, qui sont intéressés, ils sont intéressés parce que je suis en train de le dire, et surtout ceux ou celles qui ont demandé de donner de l'aide et de faire quelque chose à part pleurer. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'entendre qu'il y a des gens qui s'intéressent et qu'ils veulent faire quelque chose et ils demandent comment ils peuvent faire quelque chose. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et je vous remercie beaucoup de me donner cette chance-là à parler à votre public, à tout le monde, que ce soit en France ou le monde francophone en général. Merci de tout mon cœur. Je vous en prie, Rami. Et puis alors, ce qui me fait plaisir, c'est que vous allez pouvoir rentrer dans votre villa tout à l'heure, voir vos voisins et leur annoncer ce plaisir que vous avez eu, qu'il y a des gens en France et en Europe francophone qui s'intéressent à vous et vous n'allez pas leur mentir en disant ça. donc c'est donc c'est chouette. Quel beau sourire pour terminer. C'est magnifique, Rami. On reste en contact. Et vous revenez quand vous voulez, avec grand plaisir. Et puis si on peut monter des petites choses ensemble, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci, David. Merci beaucoup. Merci Rami et encore bravo pour votre... J'espère qu'on va se voir bientôt à Gaza ou ailleurs et que tout ça, ça sera fini. On peut se voir face à face comme ça et parler de la guerre comme une page qui a été tournée et qu'on Absolument. parle que de bonheur et que de la reconstruction et une meilleure vie pour nous, et les Palestiniens, et pour vous aussi, et que tout ça, ça va être derrière nos dos et on va commencer une nouvelle page.
Alors, puisque vous ne pouvez pas le lire, Crime vous dit merci Free Palestine dans le chat. Merci beaucoup, monsieur, vous dit Rascal. Les Meradi, soutien et amour et force. Pas à pas, que la paix soit avec vous. Pierre Météor, merci beaucoup, Rami. Ricola le Gredin, force à vous, Rami. Merci pour votre témoignage. Merci. Merci, David, ça, on s'en fout. Pilb 7D, merci. Force et soutien. On parlera de chocolat. Mankou dit et on boira du café. On l'espère tous, nous dit Brown. Vivement Rami, vous dit Eurial. Merci beaucoup, merci tant. Merci. Solidarité, voilà. Vous pourrez ce soir voir tout ce chat, tout ce chat. Voilà, comme ça vous fera encore plus chaud au cœur quand vous serez dans votre villa, dans le salon de la villa. C'est-à-dire la pièce unique de la tente. Voilà, je vous embrasse. Merci Rami. Merci. Au revoir. Bon courage à vous. Bon courage à vous. Voilà les amis, c'était un incroyable moment avec Rami. Je vous conseille vraiment son livre Journal de bord de Gaza. J'ai prévu de l'offrir à toute ma famille à Noël. Ce sera le seul cadeau. Hein. Je vais prendre 5 exemplaires. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez commander directement à Libertalia sur leur site. Voilà. Donc je vais faire ça. Pourquoi parce qu'il n'y a il n'y a pas de haine pour les Israéliens. Et donc c'est un siège, c'est une guerre qui est racontée de l'intérieur en direct avec des mots d'une... Voilà, je vous ai lu quelques passages. Quand je dis que c'est simple, en réalité, écrire simple, c'est compliqué. Il faut pas... ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de lyrisme. C'est brut. Voilà. Rami a eu 3 fois le prix Bayeux 2024 pour ses chroniques. Et en fait, je vais vous dire, je m'en veux terriblement de pas avoir eu la présence d'esprit de l'inviter plus tôt et finalement d'attendre qu'il y ait ce livre. Bah voilà, c'est comme ça. On peut pas être partout, mais voilà. Et comme je le disais, c'est un livre. Il y a 2 choses. Il y a le journal de bord. Voilà, où on voit l'évolution notamment de son fils Walid. Et puis il y a aussi tout l'aspect philosophique au fur et à mesure. C'est-à-dire, il y a la guerre, il y a les effets de la guerre sur les esprits. Et voilà, et c'est en direct, et c'est de l'intérieur. Franchement, voilà, si vous voulez offrir un bouquin, et ce que je veux dire, c'est que vous pouvez l'offrir à des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de gazacide, qui considèrent qu'il n'y a pas de génocide. C'est un livre qui pourrait leur faire changer d'avis sans les braquer d'une certaine manière. C'est en ça qu'il y a une forte intelligence dans ce bouquin. Voilà. On dit que la Seine, elle est dégueulasse, mais c'est parce que tout le 16e arrondissement se chie dessus, les amis. Oui. Aujourd'hui, sur la place de la République, artistes, journalistes, chercheurs, associations, mouvements citoyens, syndicats, sportifs, humoristes, nous sommes réunis ici pour faire face à la menace de l'extrême droite, pour montrer notre détermination et notre unité, pour faire la fête aussi, parce que c'est comme ça qu'on résiste, c'est aussi en faisant la fête, en créant de la joie, c'est comme ça qu'on résiste à la haine et à l'intolérance. Bonsoir la République, la vraie, la République vivante, la République de l'égalité des droits, sans distinction d'origine, sans distinction d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, la République démocratique et sociale. Ensemble, faisons en sorte que tout ça ne soit pas que des mots, des discours, de la performance. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste.
Soutenez-nous sur auposte.fr.